Direct Monde Actualité. On va parler de la francophonie, on le sait, du côté de la France. S'ouvre donc le sommet consacré à la francophonie. 33 ans après le premier sommet tenu de ce côté-là. On revient en France, la terre même natale du français, pour essayer de faire le tick-up d'une langue qui tend un tout petit peu à être surmenée et dépassée par plusieurs autres langues actuellement dans le monde. On a envie de faire un bilan 54 ans après la naissance de la francophonie à travers le monde. On a envie de questionner aujourd'hui où est-ce qu'on en est exactement avec le français. Qu'est-ce qui fait problème pour limiter bien sûr l'infiltration du français dans le monde aujourd'hui et bien sûr relever ces différentes langues qui viennent un peu faire ombrage et qui finalement ont tendance à prendre le dessus. On parlera également ce soir des enseignants. On le sait, chaque 5 octobre dans le monde, on célèbre ceux-là qui font de l'enseignement une réalité. Et il est important au Cameroun, à la veille de cette journée hyper importante, lorsque l'on regarde l'actualité des enseignants au Cameroun, de leur donner la parole. C'est exactement ce que demande la thématique de cette année 2024. Donner la voix, bien sûr, aux professeurs. On aura l'occasion de comprendre ce que ça implique et surtout relever quelques raisons qui justifient, qui sont un peu mal en point au Cameroun. Voilà la vitrine de cette émission. Installez-vous confortablement. Le temps d'une respiration. On dit bonsoir à ceux des panélistes qui sont déjà installés. Vos réactions, n'oubliez surtout pas que le 237 c'est l'indice du Cameroun. Alors peu importe où vous vous trouvez en ce moment, vous pouvez utiliser ce numéro pour contribuer tout au long de cette émission. Je le rappelle également, notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste disponible pour les amoureux des tabloïds. Peu importe votre position géographique ou dans le monde, vous êtes également sur Info Télévision sur les 317 de CanalSat. Voilà qui est dit. Et bien sûr sur ce plateau, ils sont déjà deux bien installés à avoir répondu présents à ce rendez-vous. Valdez Eric Ngadieu de Nias est avec nous, enseignant et syndicaliste. C'est encore un bonheur de vous retrouver. Ça fait un petit moment on n'a pas été ensemble. Bienvenue. Merci. Je suis heureux d'être sur votre plateau une fois de plus. Ça fait vraiment un bail. Et surtout à l'aube de la Journée internationale des enseignants, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole sur ce sujet et le sujet de la francophonie. J'espère que les téléspectateurs d'Info TV vont apprécier mes prises de parole qui ont toujours été boudées par mon franc-parler. Rassurez-vous, sur le grand soir, on aime justement le franc-parler. Tant qu'on le fait sans injure, ça fait toujours du bien. Les personnes qui disent ce qu'elles pensent, on aime bien, sans faux fuyant. Et c'est hyper important. Franklin Sambou est également avec nous. On le rappelle, il est également enseignant. Vous allez comprendre que j'ai un tout petit peu le plein d'œufs des enseignants. Au-delà de la journée, quand on parle de francophonie, on parle de langue. C'est également quelque chose qui est très usagé au Cameroun dans le cadre de l'enseignement, ce qui justifie également leur casquette, au-delà du côté diplomatique de la francophonie. La gestion et l'utilisation de cette langue est un quotidien pour les Camerounais. Merci d'être avec nous, Monsieur Sambou. Bienvenue. Merci, Rosalie. C'est davantage un plaisir d'être sur le plateau du Grand Soir, en cette veille de Journée mondiale des enseignants, demain le 5 octobre. C'est l'occasion pour nous de rendre un vibrant hommage à ceux-là qui nous ont forgés en tant qu'enseignant aujourd'hui. Je pense comme ça à M. Gongan Zakari qui actuellement est en retraite, il est à Douala, professeur d'allemand. Ce sont des enseignants qui nous ont montré le chemin, la voie et qui nous ont donné l'amour dans le métier. Je pense comme ça à un certain Dioko Ernest, celui en réalité qui nous a donné le sens de la géographie, sans oublier le professeur Kenye Fodob de Reggaeté Mémoire, qui nous a véritablement montré le chemin de l'enseignement. Je ne terminerai pas sans penser à mes promotionnaires de la géographie, filière géographie à l'école normale supérieure de Yaoundé en 2009. Je pense à tous ceux-là avec qui nous avons passé de meilleurs moments qui nous suivent actuellement. Je pense comme ça à ces enseignants qui demain vont célébrer au lycée de Mbelo à Simalen.
la journée du 5 octobre sous notre houlette, parce que dans ce lycée, c'est moi le président de l'amicale. Ah d'accord, je comprends. L'amicale du personnel de ce lycée. C'est comme ça l'occasion pour moi de saluer. Donc vous êtes en fête demain. Oui, bon, la fête, pas vraiment la fête, mais c'est l'occasion de s'arrêter un tout petit peu pour penser ce métier que nous avons choisi. Justement, c'est l'occasion de regarder tous les petits problèmes que les enseignants au quotidien vivent. On ne peut pas aussi célébrer les enseignants sans penser à ces élèves et ces étudiants qui nous observent, qui nous regardent au quotidien. Parce que nous sommes enseignants aujourd'hui parce que certains nous ont forgés. Certains nous ont montré le chemin à suivre. Nous également, nous avons ce devoir de faire pareil. De faire pareil pour que certains également pensent que si je suis enseignant aujourd'hui, une petite parenthèse, Rosalie. Je me rappelle, il y a cela 3 ans par là. On est en plein dans le sujet déjà. Non, pas le sujet. C'est pas le sujet. Il y a cela 3 ans par là, oui, on parle 3 ans par là. Parce que quand nous sommes enseignants, nous avons enseigné des milliers et des milliers d'enseignants, d'élèves et étudiants, parce que dans d'étudiants, ça fait déjà 17 ans que j'exerce dans ce métier. Je me suis retrouvé d'abord en vanne, je prends le cas d'abord en vanne. Un jeune homme approche d'une vingtaine, à moins de 25, 26 ans. Monsieur Sambou. Je suis surpris. Non, vraiment. Vous m'avez enseigné au lycée de Tinga en 2007. Moi, c'est une fierté. Aujourd'hui, je suis enseignant et votre manière de faire m'a flatté. M'a vraiment marqué. Au point, moi également, quand il me parlait, il venait sortir de l'école normale de Marois. Vous voyez quel pincement on peut avoir. Et pour terminer sur ce volet, je revenais de Bolova. La police m'a interpellé au niveau de juste après Mengon. J'avais deux personnes dans la voiture. L'inspecteur de police qui m'a interpellé prend les dossiers, regarde. Après, on m'a donné un de ces éléments, il devait être également inspecteur de police, je pense, inspecteur de police de 2e grade, et arrivé, il a dit, ça c'est mon enseignant. Il m'a tenu au lycée bilingue de Bolova, où également j'ai travaillé. Il m'a tenu au lycée bilingue de Bolova. Ce n'est pas que j'étais vraiment complet. On peut dire que immédiatement, son collaborateur a dit, prof. Prenez vos documents, allez-y. Même si c'est pas rempli, c'est pas. Non, j'étais à règle. Je ne vais pas partir à Ebolo, quand passe à l'ouest, je ne suis pas ou partout. Ah non, on ne vous soupçonne pas. Non, c'est pour montrer, nous sommes à la veille de l'enseignant, mais c'est question. Ça veut dire ce qui justifie parfois que vous accouchiez. On va sûrement en parler en profondeur dans le cadre de cette émission. Autant il y en a qui inspirent, autant il y en a qu'on a envie d'étrangler même des années après. Le cas de Monsieur Eto quand j'étais en seconde, si je le croise sur ma trajectoire, je ne suis pas sûr que mon véhicule va l'esquiver. Mais bon, il était aussi enseignant, hein, comme quoi il n'y a pas que du bon. Par contre, il y a 2 enseignants que j'aimerais bien retrouver un jour. Monsieur Kamdem, qui m'a tenu en mathématiques en terminale, je ne sais pas là où il est aujourd'hui, et Frau Ndongo, elle était prof d'allemand. Elle m'a donné l'amour de l'allemand. Elle m'a fait, je suis arrivée en 3e, je parlais couramment allemand. Parce que il y a des enseignants que quand tu les regardes seulement, tu es inspiré. Hein. Frau Ndongo, inspiré. Ah là là, dommage, je ne sais pas où elle est passée. Mais pour le reste, je ne suis pas sûre d'avoir eu beaucoup d'enseignants aussi impactants. Que vous le dites. On va sûrement en parler, c'était qu'une parenthèse bienvenue. Si toi tu impactes le journalisme, ça veut dire que les enseignants t'ont également impacté. Non, ça n'a rien à voir avec l'enseignement. Quand je vais enseigner le journalisme quelque part, je vais impacter mes étudiants. Mais pour l'instant, même dans mon parcours à ce niveau-là, sincèrement, un enseignant qui m'a fait faire jusqu'ici, ils ne sont pas très nombreux.
Il y aura toujours Ils ne sont pas très nombreux. Par contre, j'ai un sur ce plateau que j'accueille avec beaucoup de plaisir. Le professeur Messanga Obama, quand il y a des enseignants qu'on doit célébrer, c'est des exemples. Donc, je le fais avec beaucoup de plaisir. Bienvenue, professeur. On le rappelle pour les téléspectateurs, vous êtes enseignant de com. Vous êtes anthropologue et c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bienvenue. J'ai l'habitude de dire ici, vous faites de nous ce que nous sommes. Merci Rosalie. J'ai dit bonsoir déjà à mes copanélistes et à tous ceux qui nous regardent à travers le monde, surtout à tous les étudiants. Pourquoi? Je dis bonjour à tous les étudiants. L'autre jour, j'ai examiné mes documents. J'ai trouvé comment est-ce que vous appelez, des diplômes de fin de stage que j'ai fait. Et puis j'en ai trouvé un. C'était une reconnaissance d'un étudiant, ça m'a fait pleurer. C'est un étudiant et c'était très bien fait. Ça ressemblait vraiment à un diplôme. Ouais, il m'a... Bon, il vous a décerné un diplôme avec son cœur. Avec son cœur et... Bon, je ne savais pas que je faisais autant d'effets à des étudiants. Oui, oui. Bon, ben, j'étais très touché et je crois que je ne peux pas oublier les étudiants aujourd'hui. Voilà, c'est ces moments-là qui donnent envie d'être enseignant et si vous le permettez, on va rentrer en plein encore dans ce sujet qui est hyper important. Autant on en a de bons qu'on a envie de célébrer longtemps après, autant on en a qu'on a envie d'étrangler longtemps après, autant on en a qu'on oublie complètement, c'est-à-dire on n'a même pas envie de les étrangler, mais on n'a même pas envie. Ils disparaissent complètement, non y compris, parce que je me rappelle d'une de qui je n'ai gardé que le sobriquet Sharon Stone. Ah. Camerounaise. Vraiment. J'explique pourquoi. On était au lycée de Coleton. Elle avait le don de s'habiller en fourreau. Peu importe l'heure du jour et de la nuit, vous savez ce qu'on appelle des fourreaux. C'est-à-dire ces robes qui vous moulent complètement jusqu'à la cheville et parfois avec une fente extraordinaire sur la jambe. Alors tout l'établissement l'avait surnommé Sharon Stone. Vous savez, l'actrice américaine faisait tabac sur le grand écran et il y avait une scène inoubliable qu'elle avait effectué assise en croisant les jambes, Busy Kestin, le film. Et du coup, tous les étudiants en ce temps-là considéraient cette enseignante un peu comme Sharon Stone, une sorte de symbole, de sex symbole. Et lorsqu'elle entrait au portail, on se rappelle tout ça. C'est-à-dire, je vous jure que son nom n'est pas resté dans ma tête, mais j'ai regardé Sharon Stone. Elle avait toujours sa petite mallette très bien dans ses courbes. Et il y avait toujours un jeune étudiant ou élève qui prenait sa mallette. Et puis, elle marchait dans l'établissement à un rythme cadencé où tout le monde regardait son passage et elle était enseignante de quoi? SVT. Vous comprenez que le jour où on faisait le cours sur la reproduction, tous les élèves des classes voisines venaient s'asseoir dans la même classe et du coup la salle faisait plein d'œufs. Il y avait les élèves assis sur le sol pour suivre le cours de Sharon Stone qui avait une capacité particulière à distiller les cours sur la reproduction, geste à l'appui. Du coup, c'est resté dans ma tête Sharon Stone, je vous jure que je ne connais pas son nom, mais tous les élèves de Nkoleton dans cette année-là, quand je dis Sharon Stone, ils se reconnaissent. Elle était extraordinaire, cette dame-là. Elle avait réussi à captiver les élèves par son allure. Personne ne cherchait à connaître son nom, mais on savait qu'on aimait les cours de SVT grâce à elle. Et quand elle s'asseyait sur la table, elle croisait les jambes comme ça pour commencer à dicter le cours. Avec la robe fendue, son fourreau fendu. Et du coup, tu voyais tous les jeunes garçons qui fuyaient, même les cours étaient en salle. Donc la salle était remplie. Même les élèves des classes voisines venaient faire SVT dans notre salle. Tu entrais, tu cherchais ton banc, il n'y avait plus de place. Parce que Sharon Stone donnait cours. Il y avait quand même de bons moments. Hein? On en a vécu quand même au niveau des écoles. C'est pour vous dire que vous faites de grandes choses. Et merci. Des mauvaises choses aussi. Je vous rendais juste... on retient les grandes choses. Voilà, non, je vous applaudis ça à l'entendre parce qu'après je vais vous marcher dessus tout à l'heure pour que vous m'expliquiez pourquoi notre éducation va en vrille. Mais il fallait quand même que je vous applaudisse d'abord au début de l'émission pour que vous sentiez quand même que je suis reconnaissante, il y a de beaux souvenirs. Émile Messi. Bonsoir. Je sais que vous aussi vous êtes en fête puisque derrière votre casquette du RDPC que vous portez ce soir, vous êtes également un acteur du milieu de l'éducation au Cameroun. Donc c'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Bienvenue.
Merci de m'accueillir, le plaisir est partagé. Et bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous qui nous suivent en ce moment. D'accord. Dernier salut, premier à démarrer. Bonne fête déjà par anticipation à tous les enseignants du Cameroun. Hein. On était en train de se rappeler quelques beaux souvenirs quand on était encore... bon, on est même toujours, puisque l'école ne finit pas. Lorsque on avait commencé à parcourir cette trajectoire de la maternelle à ce que nous sommes aujourd'hui, pour certains au supérieur, pour d'autres ils vont plus à l'école, pour d'autres ils enseignent au supérieur, pour d'autres ils enseignent au lycée, mais toujours est-il que qu'on soit de l'autre côté de la barrière ou de ce côté, l'éducation est au milieu de tout ça. Alors on va faire un peu le tick-up de l'enseignant aujourd'hui au Cameroun. Si vous fallait décrire le prototype même de l'enseignement, de l'enseignant aujourd'hui au Cameroun, Monsieur Messi. Non, disons d'abord que... Si on vous dit que regardez les enseignants comme ça, il faut déjà saluer déjà cette journée internationale qui est consacrée d'abord à l'enseignant. C'est comme, pas que c'est comme, c'est un hommage, une reconnaissance du rôle de l'enseignant qui est d'abord l'éducateur dans la société. Donc la communauté internationale s'arrête un temps soit peu ce 5 octobre de chaque année pour reconnaître la place de l'enseignant dans la société, éventuellement pour voir les avancées, les reculades. Il faut le dire comme ça, qu'on soit qui dans la société, on est moulé d'abord par l'enseignant. Vous soyez journaliste comme vous l'êtes aujourd'hui, médecin, dans tous les corps de métier, qu'on est président de la République, qu'on est ministre, à un moment donné de sa vie, on a eu, ou alors on est passé par le moule de l'enseignant. Ça fait donc que la communauté tout entière doit d'abord s'incliner devant l'enseignant et dire toute la reconnaissance à ce noble métier, à ce métier divin, comme je l'ai souvent dit. Comme vous le savez, l'enseignement n'est pas seulement un métier, mais également une profession. C'est-à-dire n'y accède en principe que ceux qui ont eu cet appel, ce don du ciel, que vous devez former des hommes, que vous devez former des âmes, comme disait Platon. Donc, quel est le prototype, le profil de l'enseignant aujourd'hui? Au Cameroun. Le profil de l'enseignant, c'est celui-là. Celui-là qui est appelé à conduire des enfants sur le chemin de la normalité, sur le chemin de l'humanité. Vous voyez, éduquer, conduire. Donc, honnêtement, l'enseignant, c'est d'abord un aîné dans la formation. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce qu'exercent, comme le dit dans le les adultes sur les cadets. Donc, quand nous rentrons à l'école, qui est formelle, qui est institutionnelle, on voit donc aujourd'hui, l'enseignant est confronté à beaucoup de défis. Moi, je ne parle pas de problèmes, mais des défis que l'enseignant doit relever aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas penser une société prospère, un pays développé, sans la place de l'enseignant. Donc, moi, je dis, l'enseignant lui-même aujourd'hui a des défis à relever. Je vais vous surprendre si je vous dis qu'un enseignant sérieux ne revendique pas. Parce qu'il est conscient de son rôle dans la société. Il a à faire ce qu'il doit faire. Et à cela donc, la société tout entière, les pouvoirs publics doivent permettre à l'enseignant d'exercer dignement sa profession. Voilà un peu l'enjeu aujourd'hui. J'y reviendrai peut-être en détail. Bien sûr. Professeur Messanga Obama, le thème de cette année sur le plan international, c'est valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation. Voilà. Ce n'était que pour dire que le monde entier s'est rendu compte qu'il y a un sérieux problème dans le milieu éducatif, notamment pour le cas de l'enseignant, et voudrait un nouveau contrat social pour l'éducation, justement en permettant à ces enseignants de s'exprimer. Alors nous, on vous donne l'occasion ce soir de vous exprimer. Dites-moi tout, si on vous demande de faire une peinture brève de l'enseignant aujourd'hui au Cameroun. Lui, il trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de défis, mais qui ne doit pas se plaindre. Oui, c'est peut-être par là que je vais commencer mon propos. Je vais dire, c'est pas l'enseignant sérieux qui ne devrait pas se plaindre. Je dis, dans un pays sérieux, l'enseignant ne doit pas se plaindre. C'est comme ça qu'on devrait reformuler ça. Donc, s'il y a des enseignants qui se plaignent, c'est que le pays n'est pas sérieux. Voilà. Il faut être clair là-dessus. Okay. Bien. J'ai écouté avec beaucoup d'éloquence, avec beaucoup de plaisir l'éloquence de M. Messi et surtout qu'il ponctuait sur, comme tout bon acteur politique, sur les mots, les concepts pour dire l'importance de l'enseignant. Oui, l'enseignant est tout ce qu'il a dit.
Mais sauf que maintenant, qu'est-ce que le système donne de l'image de celui-là qu'on prétend être important dans la société? Quand moi j'étais tout petit, je me rappelle au cours de moyenne 2, j'avais un directeur, Gottlieb Charles K. Voilà, c'était son nom. Toujours très bien habillé en veste. À l'époque, il avait une mobilette. Comme M. Sambou. Oui, il avait une mobilette. Tous ses élèves savent qu'il est tout. Comparaison n'est pas raison, mais je voudrais dire qu'il avait une élégance toute particulière d'un homme de l'océan. Et vous pouvez imaginer, très fier de lui-même et qui nous faisait rêver. C'est-à-dire que quand on le voyait, on avait tous envie d'être enseignant. On avait envie. Il ne paraissait pas souffrir. Hein? Non, il ne paraissait pas souffrir. Et d'ailleurs, il n'était pas seul. Je crois que nos maîtres nous donnaient cette impression-là qu'ils étaient bien. Quand on va au collège, nous trouvons la plupart de nos enseignants véhiculés. C'était des gens qui donnaient une impression aussi. De confort. Alors, ça fait partie de l'autorité de l'enseignant. Tout à fait. Tout cela, c'est pas rien. Ça fait partie de l'autorité de l'enseignant et ça fait que l'apprenant prend l'enseignant pour un modèle et cherche à être comme lui. Il étudie pour être comme lui. Il fait des efforts parce qu'à cette époque, on nous disait, si vous allez à l'école, vous serez grand. Bien, dans un autre plateau de télévision, j'avais dit à quelqu'un de grand dans ce pays que quand moi j'étais enfant, on me disait, allez à l'école, vous serez grand. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez affirmer que quand on va à l'école, on sera grand? C'est l'inverse. On n'est plus grand parce qu'on est allé à l'école. Donc, parce que l'enseignement n'est plus la garantie de la grandeur de l'individu, l'enseignant perd mécaniquement par là même sa valeur lui aussi. C'est pas quelqu'un qui conduit à la grandeur. C'est pas quelqu'un qui conduit au succès. Donc, c'est pour cela que j'ai préféré dire que quand un pays est sérieux, l'enseignant ne se plaint pas. Bon, c'est pas l'enseignant qui ne devrait pas se plaindre s'il est sérieux. Non, s'il est sérieux, il se plaint quand les conditions sont pour qu'il se plaigne, il doit se plaindre. Alors au Cameroun, en ce moment, l'enseignant doit se plaindre ou ne pas se plaindre? Vraiment, on n'a pas besoin de faire un dessin. Lorsqu'on regarde l'enseignant aujourd'hui au Cameroun, non, il a toutes les raisons de se plaindre. Il a toutes les raisons de se plaindre parce que, vous savez, je le dis toujours pour m'amuser, il y a deux fonctions qui rémunèrent au Cameroun, la sorcellerie et la politique. Alors, quand vous ne faites pas l'une des deux, vous avez toute l'occasion de vous plaindre. C'est-à-dire que c'est ça. Et on voit la conséquence sur la société. Bien, lorsque vous parlez de l'enseignant, vous parlez de toute la structure sociale. Parce que je ne vois pas un professionnel de quelque métier qui ne soit pas passé par le moule d'un enseignant. Donc, ce qui structure la société doit avoir l'importance qu'on doit lui reconnaître, et c'est quand on accorde cette importance à l'enseignant qu'on voit la société se transformer. On a une société qui a décliné. Ceux qui voudront me contredire ont tout le loisir de le faire pendant que je suis encore sur ce plateau, comme voici notre société a décliné ou elle s'est améliorée. C'est parce que on a aussi pratiquement dévaloriser l'enseignant et l'enseignement par voie de conséquence. Donc, si on doit faire l'examen de l'enseignant aujourd'hui, c'est l'examen pratiquement de toute la société qu'il faut faire aujourd'hui. Donc, parce que il faut être... Plus l'enseignant va vers le fond, plus la société va vers le fond. Oui, il va avec lui, n'est-ce pas, tout le reste. Il va avec lui tout le reste. Vous n'aurez pas de bons médecins parce qu'ils auront été mal formés. Vous n'aurez pas de bons militaires, de bons journalistes. Et vous savez qu'il en manque de plus en plus. Oui. Donc, dans tous les corps de métier, vous savez, on a de plus en plus le seuls les bons politiciens que vous pouvez avoir, parce qu'on n'a pas besoin... excusez-moi de ça. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir l'audace de prendre des adultes pour les bandants et de les traiter comme tels pour réussir en politique. Bon, donc, lorsque vous avez fait le tour, vous comprenez ce que ça donne
nos sociétés, particulièrement, je vais pas dire nos sociétés, dans la société camerounaise, nous parlons du Cameroun, il faut avoir le courage de parler du Cameroun et de ne pas trop aller à l'extérieur. Bien entendu. Vadez Eric Ngadu 2, le professeur parle des enseignants qui doivent revendiquer parce qu'apparemment c'est le pays qui n'est pas sérieux, c'est pas les enseignants qui sont pas sérieux. Mais est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas également se dire que les enseignants revendiquent peut-être un peu trop puisque l'environnement n'est propice à personne? L'environnement est propice à personne, pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Je vais citer Nelson Mandela comme mon compagnon Messi a dit tout à l'heure. Nelson Mandela a dit, si tu veux détruire une nation, attaque-toi à l'éducation. Et aujourd'hui, on s'est attaqué à l'éducation. L'exemple palpable est simple. Les enseignants vont dans les salles de classe, n'ont pas de bureau où s'asseoir. Je prends l'exemple le plus banal. C'est-à-dire l'enseignant va en salle de classe, il n'a pas une table et une chaise. Parce que si j'ai dit un bureau, ça serait exagéré que ce soit un fauteuil bien moulé. Il n'a pas où s'asseoir. Une table et une chaise? Une chaise. Il existe des salles de classe où il n'y a pas de table de chaise. Si vous voulez qu'on débatte sur ce sujet, on va débattre. Organisez une émission et descendez sur le terrain, vous allez faire le constat. Déjà, c'est... Ça, c'est normal que l'enseignant s'asseye sur la même table ou sur le même modèle de table que son élève. Où est donc la différence? Où est cette différence? Les salles avec le niveau à l'université, à la table de la chaise. Permettez-moi c'est pas évident. Les salles de classe d'abord ressemblent à quoi? Est-ce que ça ressemble au modèle pédagogique? Je ne vais pas entrer dans ces détails. Parce que si je vais entrer dans ces détails et qu'on prenne les clichés sur l'ensemble du territoire national, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Dans l'environnement, le travail est pourri. C'est le premier élément. Lorsqu'on parle, vous avez parlé du 5 octobre. Vous connaissez l'historique du 5 octobre? Mais vous pouvez rappeler pour les Voilà, je rappelle déjà que le 5 octobre est né en 1966 à l'initiative de l'UNESCO et de l'OIT qui parle de la recommandation sur la condition enseignante. La condition d'enseignant, c'est quoi? La formation depuis l'école normale. Les formations, qu'elles soient continues ou bien qu'elles soient... peu importe le moyen qu'on veut utiliser pour la formation. Ensuite, il y a maintenant là, les conditions de rémunération, la condition de vie de l'enseignant. Est-ce que les conditions de vie des enseignants au Cameroun, actuellement, revêtent l'exemple qu'on veut donner? Quand mon compagnon s'est dit tout à l'heure que l'enseignant serait celui qui ne va pas revendiquer, j'ai failli craquer. Non, heureusement, tu n'as pas craqué. J'ai failli craquer. Parce qu'en tant que syndicaliste, si je déplie les plaintes des camarades que j'ai sous la main, on laisse un enseignant qui n'est pas là parce qu'il est le copain du proviseur, on ne le suspend pas. On suspend plutôt l'enseignant. Parce qu'il faut qu'on fasse porter le chapeau à quelqu'un. J'en ai plusieurs dossiers dans mon sac. C'est là, le sac est là de côté. Je peux vous présenter à la fin de l'émission. Donc, aujourd'hui, on a essayé de ramener l'enseignant à zéro. Et moi, je comprends. C'est une volonté politique de ramener l'éducation à zéro. Les politiciens accusés ce soir. Les politiciens sont ceux qui décident d'un pays. Ce sont ceux qui décident de la température, si je peux dire, du baromètre de ce qui va prévaloir dans ce pays. Si les hommes politiques décident aujourd'hui que nous allons être un pays émergent, particulièrement j'exerce dans le secteur de l'enseignement technique, je peux vous rassurer qu'il y a des éthiques dans ce pays qui n'ont pas d'électricité. Et pourtant, on a des filières qui nécessitent, comme l'électricité, qui nécessitent pour faire des pratiques, la mécanique, la menuiserie. Ils ont des machines. Mais l'école n'a pas d'électricité. L'école n'a pas d'électricité. Je peux vous en citer une dizaine, une centaine même, dans ce pays. Où on a le lycée technique, il n'y a pas d'atelier. Attendez, dites-moi, c'est quel type d'éducation qu'on veut faire dans ce genre d'établissement? Moi, je me rappelle que nous on a disséqué la grenouille par écrit. Hein. Nous avons longtemps dénoncé, mais on nous dit qu'il n'y a pas assez de ressources. Bon, on fait avec. We go do how. Maintenant, aujourd'hui, malgré tous ces phénomènes, certains enseignants ont accepté de rester au pays. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 6000 enseignants qui sont déjà partis en hexagone. Pourquoi sont-ils partis? Est-ce que c'est du fait de la vantardise? Non. Ce sont les conditions de vie. Donc l'enseignant pour vous souffre excessivement au Cameroun. Je ne vais pas parler excessivement. Au point où il est obligé de fuir son pays. Certaines personnes ne supportent pas. C'est donc la journée du 5 octobre, c'est donc
la journée de... Parce que l'UNESCO pose la question. L'UNESCO pose le problème du manque d'enseignants. L'UNESCO dit dans ses propos, d'ici 2030, d'ici 2035, il y aura des pays où on n'aura plus d'enseignants. Ouais. Alors, la question du sacerdoce se pose désormais. Le sacerdoce, c'est quoi donc? C'est à l'église. Non, professeur, permettons. Donc le sacerdoce, c'est à l'église. Professeur, Mais professeur. permettons même que les enseignants, ils font du sacerdoce. Même quand tu fais du sacerdoce, il y avait au moins avant du bois qu'on venait te donner, des vivres frais qu'on venait te donner pour que tu puisses vivre. Il va falloir que ces compartiments soient compensés. L'UNESCO pose le problème aujourd'hui de manque d'enseignants. Quand on dit de donner la voix aux enseignants, c'est pourquoi les enseignants sont muselés. Nous avons vu aussi pendant les grèves au OTS comment les enseignants ont été traités. Pourtant, le droit des grèves existe. Le Cameroun est parmi les pays qui ont ratifié avec l'OIT sur la Convention 80 et les autres conventions sur les libertés syndicales et autres, 87 autant pour moi. Le Cameroun est parmi ces pays qui ont ratifié. Mais aujourd'hui, quand les enseignants veulent parler, je vous parle aujourd'hui, nous avons des régions dans notre pays où les gouverneurs ont empêché. On dit si un enseignant ne peut passer sur un plateau de télé qu'un enseignant qui est coopté. Ça veut dire qu'il va dire ce qu'on lui demande de dire. Il ne peut pas décrier exactement ce qu'il vit au quotidien. Nous ne sommes pas là pour nuire au système. Nous sommes là pour que ça s'améliore. Et si on ne dénonce pas, si on n'accepte pas qu'il y ait des dénonciations, ça veut dire qu'il y aura des brebis galeuses qui vont se cacher dans les poches pour pouvoir tuer cette profession. L'enseignement, c'est une profession noble. Parce que nous ne sommes pas seulement des enseignants où nous transmettons le savoir savant, mais nous sommes des seconds parents. Aujourd'hui, la flambée de la drogue, les stupéfiants que les enfants prennent, ça part de quel fait? Parce qu'on a rabaissé l'enseignant. Je me souviens encore lors d'une concertation au Premier ministère, le professeur Etoundi Ngwa l'a si bien dit. Il était temps qu'on revoie la loi de 98 sur l'orientation scolaire au Cameroun. Si un si grand enseignant, ministre, homme d'État, homme politique, a le courage de le dire, je ne pense pas que nous sommes en droit de dire que... Donc vous trouvez que lui, il est prédisposé à aider les enseignants? Il est prédisposé à le faire. Et l'un des problèmes majeurs que l'éducation a au Cameroun, c'est le financement de l'éducation. Quel est le budget qu'on attribue réellement si on veut que l'éducation arrive à ses fins? Quel est le budget qu'on attribue à l'éducation? Quand je parle des bâtiments là, on ne va pas construire ces bâtiments avec les mains. Quand je parle de l'équipement des établissements, on ne va pas le faire avec les mains. J'ai eu la chance d'arriver au lycée technique Alassane Ouattara d'Abidjan. Seigneur, je suis tombé des murs. Pourquoi notre pays ne pouvant pas bénéficier de ce genre? Le président Paul Biya, je parle à côté d'un des pécistes, le président Paul Biya. Je pense qu'il ne veut pas tuer l'éducation. En fait, je me permets de penser qu'il ne veut pas tuer l'éducation. Alors vous aimeriez qu'il fasse ce qu'il ne veut pas tuer l'éducation. Il faut qu'il fasse ce qu'il faut faire pour que l'éducation reprenne. Ne nous demandez pas de faire le sacerdoce. On a besoin aujourd'hui avec la modernité. Le sacerdoce c'était à l'époque des années 80. Aujourd'hui, le monde est en train d'aller en évolution. Vous ne voulez pas qu'un enseignant construise une maison? Et à cette époque, l'enseignant était bien traité. Vous ne voulez pas qu'un enseignant roule carrosse? Vous ne voulez pas qu'un enseignant puisse nourrir ses enfants? Autant de choses. Non, ne nous demandez pas d'être des pasteurs ou des prêtres. Déjà qui ne font pas du sacerdoce. D'accord. Permettez-nous d'exercer dignement notre profession en commençant par respecter nos droits. Et puis, nous allons faire notre devoir. Et on peut retrouver des brebis galeuses, comme vous avez souligné tout à l'heure, dans le monde de l'éducation. Certaines personnes se retrouvent là-bas parce que c'est la dernière option. Parce qu'il a raté les NAM, il a raté les MIA. Bon, son oncle lui dit, va là-bas, je vais te positionner. Donc, il faut qu'aujourd'hui, on puisse comprendre que les enseignants ont besoin vraiment qu'on leur libère la place pour qu'ils puissent s'exprimer. Quand ils veulent parler, quand ils veulent revendiquer, qu'il n'y ait plus de musellement. C'est le seul corps où on se lève le matin, on te balance comme on veut. C'est le seul corps au Cameroun. Non, ce n'est pas le seul. Je dis c'est le seul. Je dis avec des preuves. Les journalistes, on ne balance pas. N'affirme pas. Attention. Quand on seulement t'apprend aujourd'hui, c'est le seul. On doit laisser les enseignants. On doit laisser les enseignants s'exprimer. Voilà, on doit laisser les enseignants aller jusqu'au bout de leur pensée. On doit laisser les enseignants faire le métier qui est ce métier d'encadrement. Voilà. On a besoin d'encadrer la jeunesse
pour que demain le Cameroun soit ce pays émergent. D'accord. Parce que là, il fallait que je t'empêche de mélanger tout le monde. Parce que là, on a le seul métier où on a 3 définitions pour le même journaliste. 3 définitions. Émile Messi. Donc, il n'y a pas 2 métiers au Cameroun où pour être attribué, pour avoir le titre de journaliste, il y a 3 versions. Chez vous, là, on sait que tu pars à l'école, après tu sors de match, tu deviens enseignant. Chez nous ici, nous là, c'est 3 définitions. On ne s'en sort même plus à l'intérieur. Donc ne dis pas que c'est seulement vous. Le jour où on aura notre journée des journalistes, on va régler nos comptes. On ne peut pas régler parce que nous on n'a pas de journaux. Ça existe. Oui, laisse comme ça. Nous on n'a pas de journaux quand même. Tu as entendu, on a célébré le journaliste quel jour. Professeur, la liberté de la presse. La presse. Augustin Concho avait dit quelque chose. J'étais encore journaliste. J'ai donné aux journalistes la liberté qu'ils n'ont pas voulu rechercher dans la rue. La liberté qu'ils n'ont pas voulu rechercher dans la rue. D'accord. Alors, Franklin Sambou, pour rester avec les enseignants aujourd'hui, on revient sur la question du sacerdoce. Il a dit tout à l'heure que vous n'êtes plus prêt à porter votre croix. On se rappelle quand même qu'il y avait des corps de métier ici. Lorsqu'on parlait, on savait que c'était d'abord le sacerdoce. On parlait de la médecine, on parlait des enseignants, on parlait de l'armée, où on avait l'impression que dès que tu décidais d'y aller, c'était d'abord un sacrifice à la base. Il fallait être appelé, comme M. Messi le disait tout à l'heure, parce que lorsque vous êtes appelé à quelque chose, vous savez ce truc dans le ventre qui vous appelle au sacrifice. On a l'impression aujourd'hui, comme il vient de le dire Eric Ngadieu, qu'on a plus des enseignants qui atterrissent dans ce corps de métier par embuscade, parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire. Et ils se disent que c'est le métier le plus facile d'accès. Alors du coup, tout le monde, malgré, dès qu'il a un petit niveau, un diplôme déjà qu'il a pris là, on ne sait pas, il devient directement enseignant, il est debout devant les élèves. La preuve, vous savez vous-même parfois le genre d'enseignant qu'on a devant nous, lorsqu'il vient distiller le cours, toi-même l'élève, tu fais, il transpire. Il commence à courir parce qu'il n'a pas de contenu. Alors, est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas ça l'honneur du problème? Qu'on n'a plus aujourd'hui des passionnés de l'enseignant, des gens qui ont envie de transmettre, vous savez que c'est même un don, des gens qui ont envie de transmettre. On a juste des gens qui sont venus chercher de l'argent et qui aujourd'hui ne cherchent que de l'argent. Rosalie, l'enseignement ou l'enseignant est un métier noble. D'entrée de jeu, je dirais, en 1992, quand moi je suis en 6e, au lycée classique de Yagua, dans le Mao d'Anaï, dans la région de l'extrême nord, c'est là où j'ai fait la 6e. Quand on regardait le parking dans l'enceinte du lycée classique de Yagua, s'il y avait 50 enseignants, on pouvait voir 30 véhicules. Et les véhicules, c'était quoi? La 505, la 504, la Renault 12, la Renault 18, les voitures de luxe de l'époque, que même les préfets n'en avaient pas. Il faut que je le dise, même les préfets n'en avaient pas. C'est parce que l'enseignant, jusque-là, était valorisé. Un autre pan, cette époque-là, en 93, 94 survient la première baisse des salaires. En 94. 93. Oui, 93, oui, la première baisse des salaires avant la de 93. J'ai un papa enseignant qui me dit toujours, à l'époque, il a la BIAO. La BIAO est fermée aujourd'hui. Son salaire en tant qu'enseignant A2 à l'époque, c'est à moins 350 000. Aujourd'hui même, pour avoir 350 000, même avec 17 ans de service, tu n'atteins pas pratiquement ce montant. Il vivait pratiquement avec 200 000 et il s'en sortait très bien. Maintenant, on a affaire à une société où l'enseignant n'est plus valorisé. L'enseignant, on a beau avoir l'amour de son métier, mais on a des familles à nourrir, on a des responsabilités. Le Tarsa Yaoundé coûte combien actuellement? 350 francs. En 92, ils avaient des très gros salaires, mais le taxi coûtait 75 francs, moins de 100 francs. Moins de 100 francs, mais ils avaient des gros salaires. Aujourd'hui, la vie est chère, mais paradoxalement, les salaires sont réduits. Et face à ça, vous savez, nous sommes dans une société où, pourquoi les enfants, ces élèves, célèbrent peut-être Samuel Eto'o, célèbrent telle gloire, c'est parce que nous sommes dans une société où on aime voir des personnes qui impressionnent.
l'enseignant a beau impressionner Les apparences. par son talent, mais Les apparences ne suivent pas. si à une pause, pendant que l'enfant ou l'élève prend un bout de pain de 100 francs, avec le haricot de 50 francs, le même enseignant envoie cet élève-là que voilà 200, va chez la maman là, tu me prends un beignet de 100 francs, haricot de 100 francs. Vous voyez déjà qu'il y a il y a problème. Par rapport à sa personnalité, ça crée une distance. Or, Ça crée un rapprochement. de catégories. Des catégories, vous comprenez? Ça c'est un pan. C'est parce que s'il dépense 1000 francs au lycée, au collège, comment est-ce que sa famille sera traitée? Il pense à cela. Ça c'est un pan. Maintenant, si on prend les collèges privés, il y a des collèges privés là qui paient les enseignants moins de 1000 francs l'heure. J'ai dit moins de 1000 francs l'heure pour vous dire que ça. Mais celui-là n'a pas pu. Il accepte. Même payer les 1000 francs là, c'est un autre problème. On ne connaît pas quand on va vous payer. Parfois on vous dit qu'on va payer le 3, c'est le 4 qu'on paye, c'est le 5 qu'on paye, c'est le 10 qu'on paye. On est habitué au mois de 45, 60. Donc du coup, on ne sait plus sur le mois, c'est 36, c'est 45 jours, il a fait 20 heures de cours, mais il ne parvient pas. Et après on revient. Cet enseignant-là. On a même les mois de 90 jours. Cet enseignant-là, à un moment donné, nous disons même, il faudrait que le ministère des enseignements secondaires, pour ne même pas dire enseignement supérieur, parce qu'il faudrait un jour aussi qu'on essaie de revoir. Non, on a même déjà une école supérieure, les enseignants. On essaie de voir comment on va travailler ce problème, parce que vous allez avoir un établissement où on paye 1000 francs l'heure ici, là-bas on paye 1000 francs. Mais c'est le business de quelqu'un. Non, même sur le business, il faudrait que l'État réglemente ce secteur. Il est vraiment urgent que l'État réglemente ce secteur. Parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui travaille de lundi à vendredi, 8 heures de coupe, il attend à la fin du mois 150 000, il fait 2 mois sans salaire. Entre-temps, il vit comment? Ça, c'est ça. Entre-temps, il vit comment? Je vais vous raconter une petite anecdote très rapidement. À l'époque, je suis enseignant vacataire au collège de la retraite. J'ai terminé les cours, je suis comme ça au bureau du surveillant général. Du surveillant général, nous sommes en train de causer. Il raconte un fait inédit. Le fait, c'est quoi? Voilà un jeune élève de la classe de 5e qui, chaque pause, il dépense 3 000, 4 000, il dépense l'argent. Le surveillant général est étonné de voir un jeune homme d'à peine 13 ans qui peut aussi dépenser. Il mène les enquêtes, il dit que non. Il convoque les parents. La maman s'amène. Elle arrive à l'établissement. Le surveillant général pose le problème que voilà, votre enfant, à la pause, c'est sandwich qu'il achète, les dinos, il offre à ses camarades, il achète le poulet. En fait, il dépense beaucoup. Le surveillant général se dit que l'enfant, que la mère dit, c'est ça, mon enfant a 5 000 francs dans les poches chaque jour. Mon mère, il a 5 000 francs dans les poches chaque jour. Donc, vous comprenez un peu cet ancien surveillant général qui lui-même ne peut même pas dépenser 500 francs par jour. Donc, s'il s'amuse, il va marcher. Il marchera à pied. Et il avait en face de lui un enfant de 13 ans qui a 5 000 francs par jour. La frustration, il faut que vous compreniez. C'est ça. Voilà le véritable problème. C'est le sacerdoce-là. Donc, on doit revoir ça à plusieurs niveaux. Maintenant, si on prend les revendications, comme disait les revendications. Eric, il y a eu OTS. Les enseignants ne revendiquent pas pour rien. Il y a eu beaucoup de problèmes. Je vais vous prendre, j'en parlais encore ici. Vous allez avoir un enseignant catégorie A2, comme moi, indice 870, indice 870, salaire de base, 285 000, salaire de base, 285 000 salaire de base, indice 870. En face, vous avez un fonctionnaire de police ou un intendant de prison ou alors un administrateur de prison
Je prends ce cas. Individu 870, pendant que j'ai 285 000 salaires de base, lui, parce qu'il est dans un corps particulier, appelons cela, il a 390 000. Il a une différence de 105 000 sur moi. Ça, c'est salaire de base. En dehors des primes. On parle, non, pas d'avantage. Il n'y a pas de primes. Il n'y a pas de primes. Ça, c'est salaire de base. Il est A2 comme moi. Il est A2 comme moi. Pendant que mon salaire de base, je suis à 285 000. Il a 390 000. Différence de 105 000 sans compter les primes. On dira prime de ceci, prime de cela. À l'arrivée, ce monsieur a moins de 230 000 plus que l'enseignant. Vous pensez que face à ça, c'est normal que même l'élève en classe, quand j'interroge en début d'année scolaire, même en cas de 5e, 4e, qu'aimeriez-vous devenir demain? Dans une cas de 50 élèves, 3 vous diront enseignant. Je veux qu'on se comprenne un peu. On comprend parfaitement. Oui. Donc voilà. Voilà le fond du tableau. Donc voilà des revendications. Et puis, ailleurs, si on veut terminer, au niveau des avancements, peut-être il y a quelque temps, là, on essaie, ne disons pas de vouloir, on essaie de vouloir résoudre le problème. Oui. De vouloir résoudre le problème. On essaie, on a commencé à résoudre. Soyons aussi honnêtes un tout petit peu. On essaie parce que on dit avancement automatique, mais jusqu'à on va parler d'automatique. Parce que il y a. Donc en fait, on résout, mais c'est pas encore ce que vous voulez. Oui, ce n'est pas encore ça. Oui, et moi c'est l'enseignant qui travaille en zone rurale. En zone rurale, Rosalie, certains parfois se découragent parce que vous arrivez dans une zone, on vous affecte dans une zone par là où nous avons travaillé, à Kété, à l'est. Vous arrivez dans un coin, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau. Bref, quand vous vous rendez compte que vivre est compliqué, ce n'est pas évident d'exercer sa profession. Pourtant, on a vraiment envie. On avait vraiment envie. Émile Messi, aujourd'hui les enseignants sortant de l'expression du sacerdoce d'avant parce qu'ils trouvent que les moyens ne sont pas rassemblés, la vie est devenue plus chère au Cameroun, tout n'est plus accessible comme dans le temps, et même s'il y a la passion, il y a la volonté, l'environnement les oblige à revendiquer des meilleures conditions pour pouvoir assumer leurs responsabilités. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour les sortir de là aussi? Ou les conditions aussi aujourd'hui ne peuvent pas permettre? Je vous ai dit que, puisque le prétexte et le contexte, c'est la journée internationale de l'enseignant. S'il y a une réflexion à mener aujourd'hui, cette réflexion-là doit d'abord être menée par l'enseignant lui-même, dans sa condition, dans ce qu'il a réussi à faire comme enseignant, et dans ce qu'il n'a pas réussi à faire lui-même comme enseignant. Cela dit, je voudrais dire que sur ce plateau, j'interviens sur ce sujet comme d'abord un professionnel et non pas comme un politicien, professeur Moussanga. Je suis d'abord un professionnel de l'éducation. L'étiquette du RDPC. C'est pas ma faute. Je vous en prie. Ok. Il faut que je précise les choses. Moi aussi, je précise juste. Que je suis d'abord un professionnel de l'éducation, un formateur. Et sur ce plan, j'agirai encore sur ce sujet en tant que formateur. Je me rappelle bien, quand j'étais au lycée, il y avait des grandes voix qui portaient à la radio, parmi lesquelles Moussanga Obama, Alphonse Ateba-Doumou. Je cite les deux là parce que plus tard à l'université, ils m'ont rejoint. Moi j'ai été avec lui en sociologie, quoi, en 4e année, 5e année. Alphonse Ateba-Doumou dans les mêmes conditions. Vous voyez, j'étais votre délégué, vous vous rappelez bien. Pour dire que, journaliste talentueux qu'il était, il est rentré à l'université, il a eu le diplôme qui a permis qu'il soit recruté à l'ESTIC aujourd'hui pour former les journalistes. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous comprends parfaitement. Ça veut dire que je le suis. Vous voyez un peu dans cette posture-là. Je ne voudrais pas en dire plus. Pour dire que le thème que vous posez sur la table aujourd'hui par rapport au contexte est que la formation de l'enseignant aujourd'hui doit être revue sur tous les plans. Je dis bien la formation de l'enseignant dans notre contexte. Quand je suis le syndicaliste, quand je suis le syndicaliste, comment il développe? Je veux le suivre comme syndicaliste, mais je ne ressens pas le syndicalisme en lui.
Parce que justement, c'est ça le problème. Quand vous parlez de sacerdoce, je vous ai fait la différence entre un métier et une profession. Ouais. Le métier, on peut exercer un métier pour avoir un salaire. Mais la profession, c'est ce que vous avez, je vous ai suivi là. Vous devez avoir ce qu'on appelle le don. Vous l'avez dit là. Vous devez avoir un appel. C'est ça la profession. C'est-à-dire que vous allez avoir des prédispositions naturelles pour exercer ce métier qui est en fait une profession. Vous devez avoir cet appel. Aujourd'hui, quand nous voyons ce corps-là, lui les syndicalistes, qui vous a dit que les syndicalistes se limiteraient tout simplement à revendiquer les salaires? Les syndicalistes aujourd'hui, comme dans d'autres corps, devraient également assainir le corps de l'enseignant. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur Messi? Je vous dis que je suis un professionnel. Parce que attention, vous en savez de ce qu'on fait sur le terrain. Écoutez donc, moi je sais ce que vous faites. Non, vous ne savez pas. Ce que vous dites là, vous ne savez pas. Quand un enseignant, à la sortie, prête serment, vous voyez, Encore qu'il ne peut même pas se voir, écoutez, votre toge là, non, je vous explique. Oui, quand vous avez votre toge là, vous savez, elle ne comprend pas la symbolique. C'est une façon de prêter serment. La toge. Qu'aujourd'hui, j'entre dans la profession, vous avez votre longue toge là. Ou bien quand... C'est ça, c'est pour une formation. Quand vous prenez des métiers, comme la magistrature, ils sont en toge, ils sont sous serment. Quand vous voyez les médecins, ils prêtent serment. Pour dire que, d'abord, nous allons nous mettre au service de ce que nous avons choisi, de ce dont on a été appelé. Malgré les Ça veut donc dire que, lorsque vous avez été bien formé, vous pouvez arriver là-bas par hasard, parce que il n'y avait pas assez d'opportunités ailleurs, vous vous retrouvez dans l'enseignement, alors les professionnels doivent vous prendre en charge pour faire notre travail, de telle sorte que, à la sortie, vous aimiez ce métier. Première chose, l'amour du métier. Ah oui. Donc vous trouvez qu'il n'aime plus beaucoup. Je suis avant d'aller. Je ne parlez pas. Je le permets à l'école normale. J'ai une promotion. Vous voyez que je suis déjà en 5e année. Parce que il a eu le concours des officiers de police. Officier de police. Prof. Dans la fonction publique, c'est catégorie B2. Prof. Mais il a renoncé. Je dis ceci. Il a renoncé à l'école normale pour aller à l'école de police à catégorie B2. C'est pas intéressant. Non, c'est pour montrer. Par rapport à ce que j'ai dit, c'est vraiment. C'est beaucoup intéressant. C'est si vous avez bien suivi, si vous avez bien compris. J'ai dit un enseignant bien formé. À la sortie, il ne regrette pas. Il aime d'abord son métier. Qui définit les standards. Il aime d'abord ce qu'il a à faire. Qui définit les standards de formation. Qui définit les standards de la formation. Être bien formé les standards de la formation. On aspire bien. Vous avez affaire à un formateur. Suivez-moi s'il vous plaît. Vous avez affaire à un formateur. Oui. Là, je le répète. Oui. Quand vous aimez votre métier, première chose, aimez ce qu'on a à faire. Quand on vous suit, je ne ressens pas cet amour du métier. Je suis désolé. Et je pose la question sur la formation. La formation. Quand on comprend les salaires, permettez, mon Dieu. Non, vous pouvez mettre les choses. Monsieur, je suis obligé de dire. Même si ça vous fait mal, on va pas faire non. Quand il ne permet pas de dire. La formation est différente de ce que vous dites. La formation, les conditions de travail sont différentes. Ça fait donc aujourd'hui, dans ce corps-là, nous avons donc des gens qui sont venus de nulle part et partout, pour des raisons qu'on peut expliquer. Mais à la fin, on se rend donc compte que l'enseignant qui devrait être la vitrine, le miroir, j'étais très content quand il a pris son exemple. Une question. Comme le maître par effacer, qui définit les standards de la formation. Pourquoi il n'y a pas l'enseignant de nulle part. Qui devrait réglementer le secteur. Permettez. Oui, non, parce que sur la conscience finale, et c'est d'abord l'enseignant lui-même. Monsieur, vous êtes étudiant. C'est facile de dire que quand vous êtes sur le terrain, mais je vous dis, si les enseignants consciencieux de la maternelle au supérieur
en passant par le primaire et le secondaire, Oui. aujourd'hui, prennent conscience. En étant affecté sans Vous faire de voyez, relève. oh là là. En étant affecté sans faire de relève. Maintenant, on a combien Pour de être consciencieux. On a des enseignants du primaire qui essaient de régler leurs affaires entre eux, du secondaire qui se débrouille mieux et mieux, et au supérieur, parfois, même qui maîtrise totalement ceci. Or, c'est un bloc. Vous ne pouvez pas enseigner au secondaire si vous n'êtes pas solidaire à l'enseignement primaire et maternel. Vous ne pouvez pas enseigner au supérieur si vous ne savez pas vous êtes avec ceux du secondaire. Malheureusement, là où l'enseignant lui-même a des critiques de l'enseignant aujourd'hui. L'enseignement à 3 minutes, on comprend. Dans le cadre, 4 minutes. Les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Vous êtes en train de il a dans son il utilise au moins 3 000. Ça veut donc dire que ces syndicats-là doivent former en permanence. Non, il n'est pas question de... Si vous le faites, vous ne devez pas donc tenir ce langage. On doit tenir ce langage pour dénoncer. C'est une dénonciation mémorisée. Non, mais son corps... Monsieur, une question, Émile, qui est revenue là et qui nécessite un arrêt particulier. Qui est censé réglementer donc pour que tout se retrouve cohérent entre eux, qu'on sujet que les enseignants de tous les niveaux se tiennent par la main et font un bloc lorsque en face justement on n'a rien qui permette cette cohésion là. Je vous ai dit, les premiers acteurs en chef c'est les enseignants eux-mêmes. Ils s'auto-régulent alors. Bien évidemment, quand on parle des ordres de médecins, des ordres des avocats, des ordres des régisseurs, et prennent les décisions. Écoutez, c'est d'abord de ces ordres-là qui réglementent la profession et qui encadrent la profession et disent que si vous n'êtes pas dans l'ordre, vous ne pouvez même pas exercer. Par exemple, vous avez l'association des journalistes, par exemple, qui essaie d'aller dans le même sens que l'ordre, de telle sorte que s'y retrouve que lorsqu'on respecte les canons du métier, c'est pourquoi je dis aujourd'hui que le défi premier de l'enseignant, c'est l'enseignant lui-même. Est-ce qu'il est convaincu de ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait une mission qu'il doit assurer dans la société? Dernière question avant de passer à la suite. Et lorsqu'ils décident de se mettre ensemble pour revendiquer, comme dans le cas de OTS, OTA, pourquoi ça devrait déranger? OTS n'est pas une structure élaborée et officielle reconnue. Nous sommes d'accord, c'est une nébuleuse. C'est-à-dire les revendications de bravo, monsieur le politicien. Il y a le droit de syndicalisme. Je vais vous dire le syndicalisme. Il y a la culture. Non, monsieur, ne prenez pas Permettez qu'il chiche. Je dis ceci, monsieur. Dans les syndicats, à partir de la formation, même à l'école, on doit introduire la culture syndicale dans des modules de formation. Ce qui n'existait pas au Cameroun. De telle sorte que chaque enseignant, pour mieux défendre ses droits, pour mieux défendre sa profession, doit déjà être dans un syndicat. Ça, c'est l'utopie au Cameroun. Moi, les gens comme ça, c'est l'utopie au Cameroun. Et dit que c'est l'utopie au Cameroun. Vraiment qu'il chute et puis ça va donc faire en sorte que, et je vous ai dit tout à l'heure, le problème de l'enseignant aujourd'hui, c'est qu'on a, ils se sont Ils se sont on parle des syndicats et des primaires, on parle des syndicats parce que le Cameroun a estimé de diviser l'enseignement au Cameroun en 4 ministères. On a le Minéba, on a le Minéba, est-ce donc c'est un secteur qui a 4 ministères? Mais non, vous voyez la couleur. Non, c'est pas vrai. On peut donc imaginer un syndicat qui regroupe l'enseignement. Pourquoi on ne peut pas imaginer un ministère qui regroupe on a tout fait au Cameroun. J'ai tellement de parler. On la parole pour qu'on puisse évoluer. Je suis d'abord votre supérieur en tout. Non, il n'y a aucun supérieur sur ce point. Pour vous dire donc que il parlait du complexe tout à l'heure. Pour vous dire que au départ, il y avait le ministère de l'Éducation nationale. On le sait tous. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui donc, pour des raisons évidentes et pour une visibilité dans chaque secteur de l'éducation, on a créé l'éducation qui s'occupe de l'enseignement primaire et maternel, du ministère qui s'occupe des enseignements secondaires, du ministère
de l'enseignement supérieur, et la formation professionnelle. du ministère de la formation professionnelle, et il y a même le ministère de la recherche et de l'innovation, qu'il ne faut pas isoler. Même le ministère de l'éducation physique, Même le MIGEC, oui, physique, civique même. vous voyez, même ces ministères-là sont dans la formation. Donc, on ne doit pas bien sortir. On a segmenté le ministère, mais on ne doit pas segmenter les syndicats. Qui segmente les syndicats? Et qui Les segmente syndicats sont la volonté des professionnels. Ah, d'accord. C'est pas non, les syndicats sont la volonté des professionnels et donc qui décide de s'associer à un syndicat. C'est pas le ministère qui crée des syndicats. C'est pour ça que je déplore le fait donc, que ces professionnels-là n'ont pas pu s'asseoir pour défendre la vision de l'homme politique, amène aussi le syndicat à orienter sa part de vision. Vous voyez l'enseignement normal Pour sortir. pour sortir, pour parler d'État. L'enseignement normal, depuis des dizaines d'années aujourd'hui, est logé aux enseignements secondaires. Et pourtant, sa place est à l'éducation de base. C'est là-bas qu'on élabore l'enseignement normal. Mais ça ne dit rien à C'est les personne. enseignants qui les ont. Non, Ça ne dit rien à personne pour les enseignants. Non. Il devrait un changement. pour dire pourquoi on a changé de base, veut dire que l'enseignement normal qui est logé aux enseignements secondaires n'a pas sa place là-bas. Tout comme les ENIEJ n'ont pas de place aux enseignements secondaires. C'est à l'éducation de base. Ah, là, c'est les Par vérifications, là, pour vous, exemple, c'est dans des réformes structurelles que des enseignants sérieux devraient faire. À l'État, à l'institution, Ce qui est pour que les choses avancent. Comme vous êtes Les histoires de salaire, de ceci, vraiment, c'est un débat de quartier pour moi. Quand on est professionnel, on pose des problèmes professionnels. Voilà le D'accord. problème. Le malheur, alors, c'est que pour l'instant, c'est moi qui Ok, juge encore. J'ai l'impression que Oui. on ne situe même pas le problème de l'enseignant et de l'enseignement dans ce débat. Le problème de l'enseignant n'est pas ce que lui-même veut faire ou ce qu'il veut être et ce que l'État veut qu'il soit. Alors, on entre dans l'enseignement comme profession, comme on entre dans toutes les autres professions. C'est-à-dire que s'il faut considérer qu'il y a une sensibilité particulière à être enseignant, il y en a une à être médecin, il y en a une à être, je ne sais pas, militaire, il y en a une à être... Donc, tous les métiers sont soumis au même principe. Mais pas tous les métiers quand même. Non, je dis tous les métiers sont soumis au même principe. C'est ça, Mais la déviance. J'ai dû C'est pas tous les métiers. J'ai dû me taire. Tous les métiers ne sont pas des professions. Il faut faire la J'ai différence. dû me taire. Non, J'ai non, dû non. me taire. Ça, il faut le dire. Tous les métiers ne sont pas des professions. Je n'entre même pas dans la querelle métier professionnel. C'est pas une querelle. C'est une querelle. Non, non, non. Bien, alors, Allez-y. C'est pas la même chose. ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas ça le problème. S'il y a des écoles de formation, c'est pour que ce ne soit pas des arts. C'est-à-dire que l'enseignement n'est plus une affaire d'art d'enseigner, mais d'une technique. Parce qu'on apprend cela. Ça devient une science. Peu importe que vous ayez eu du talent, de prédisposition ou pas. L'enseignement en ligne est deux. On vous moule. En ligne est deux obligatoire. L'art et la Vous avez science. vu que je me suis... Nous disons la même chose. Pour la science, c'est des exigences. C'est une exigence. Donc, de la même manière qu'on forme les médecins, qui est là aussi vous avez une profession qui est très proche en termes de victimes sociales que les enseignants, les médecins. Tout à fait. Tout à l'heure on parlait, les seuls qu'on peut affecter comme poste de travail au fond du village où personne ne va, c'est soit le médecin, soit l'enseignant. Parce qu'il a choisi. Il n'a pas choisi comme ça. Il a choisi d'enseigner. Même s'il a choisi d'enseigner. Alors, je voudrais continuer. Mais si c'est des gens qui acceptent... Non, il faut bien qu'on se le dise. Il faut bien qu'on se le dise. Non. S'il a choisi donc d'enseigner et qu'on l'affecte là où aucun autre cadre équivalent ne peut aller, qu'on arrange les conditions pour qu'il supporte cette affaire. Bien, alors, on a parlé vous avez parlé tantôt de chaises et de tables, mais je vous dis, dans des écoles en milieu rural, c'est encore terrible. Je vous jure, si vous voyez ce qui se passe dans l'arrière-pays, dans certaines, si je cite des zones, c'est comme s'il y en a qui n'ont pas ce type de... Parfois, vous trouvez les élèves sous des abris, des abris non étanches d'ailleurs, c'est-à-dire que s'il pleut, personne n'est couvert. Quand il y a le soleil, personne n'est totalement aussi dans l'ombre.
Mais ici, ils font des cours dans ce genre d'abri. Vous ne trouverez pas d'équivalent autre pour faire ce genre de soins. Mais ils y vont quand même. Bien. Le problème, comme je l'ai dit, est ailleurs. L'enseignant, en tant qu'enseignant, dispense les enseignements. Je crois qu'on n'a pas encore fait une carte où on a trouvé des enseignants qui n'enseignent pas. Non, ils enseignent. Les enseignants enseignent. Et quand les enseignants revendiquent, ils ne revendiquent pas des choses auxquelles ils n'ont pas droit. Ils revendiquent les choses que l'État leur a données. L'État a donné un certain nombre de primes aux enseignants qu'ils ne payent pas, ou tout au moins qu'ils ne payent pas à temps. Et on a parlé, vous savez, comme quand je le dis, lorsque un jeune enseignant sort de l'école normale et qu'on l'affecte dans l'extrême nord, dans un village, un endroit où il n'a jamais été, il n'a pas de frais de relève. C'est normal. Il doit y aller. Il doit y aller parce que là-bas, on menace même qu'il faut qu'il prenne le service. Il ne prend pas le service, il va être en position d'absence irrégulière et son salaire en subit. Professeur, monsieur Messia était affecté avec l'avion. Il a droit à l'avion. Je dis, les seuls qui sont susceptibles de vivre cela, c'est les enseignants. Non, soyons honnêtes, reconnaissons un certain nombre de choses. Donc, lorsque ces gens revendiquent ce type de choses, on ne peut pas dire qu'ils en font trop. Non, ils n'ont pas demandé ce à quoi ils n'ont pas droit. Je ne crois pas être au courant d'une seule revendication des enseignants de ce à quoi ils n'ont pas droit. Ils commençaient par nous donner ce à quoi nous avons droit. Ce qui est prévu à la base. Et ce n'est pas trop demandé. Je continue. Une porte ouverte. Je continue. C'est même pas ça le débat. C'est même ça le débat. C'est même ça le cœur du débat. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait problème avec l'enseignement aujourd'hui? Voilà des gens qui vont en classe, qui enseignent nos enfants, mais qui n'ont pas en retour ce qu'on leur a promis. Prime d'enseignement. Bon, voilà le problème. Deuxième chose, vous voyez, aujourd'hui, on a fermé, on ferme déjà un certain nombre d'écoles normales supérieures. On dit qu'on ne va même plus intégrer. Dans un pays qui a des ambitions vous appelez ça comment? Émergence ou émergence? Je ne sais pas, parce que moi j'entends je ne sais pas si c'est émergence ou c'est émergence. Alors c'est un pays qui a des ambitions de ce genre, mais qui ferme les écoles normales. Non, on n'a pas fermé. Aucune école normale. Ça, il y a une des formations. 2 ans par jour, monsieur Messi. Ça, il y a 2 ans par jour. Non, mais dis pas que c'est auditeur libre. C'est un système auditeur. Il n'y a pas de différence. Aucune école fermée. Non, on n'a pas fait. Bon, on n'a pas fait. Le concours, je retire. On a fermé le concours. On a fermé le concours d'entrée dans des écoles normales supérieure à un moment crucial quand on dit qu'on veut atteindre l'émergence. Par le coup de vrai, c'est la fonction publique à un moment donné qui vous allez discuter maintenant qui est le responsable. Mais l'école normale fonctionne non comme le passé. C'est ça la bonne information. Non, c'est pas la bonne information. C'est la fonction publique qui a arrêté. C'est ça la bonne information. Oui, la bonne information, c'est quoi? L'école normale recrute les élèves et continue à les former. Mais c'est la fonction publique qui ne les prend plus directement. Bon, alors, allez-y. Et je vais vous expliquer pourquoi. Non, ce que je sais, c'est que l'école normale supérieure de Yaoundé, depuis au moins 2 ans, n'a pas de concours d'entrée. Tout à fait. Bon, je peux me tromper. Actuellement, dites-moi, mais de toutes les manières, mais ces 2 années, quand on a à l'ambition, actuellement, on s'est plaint que des enseignants sont... Donnez-moi une seconde. Oui. Je ne sais pas pourquoi vous êtes des enseignants et vous discutez sur les petits mots. On n'a pas lancé le concours, on recrute. On peut recruter sans concours. Pourquoi on va s'attarder sur les mots? Il dit qu'on n'a pas lancé le concours, vous dites qu'on recrute. Oui, on peut recruter alors qu'on n'a pas lancé le concours. Là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on ne va pas perdre le temps sur des mots alors que vous comprenez. La bonne information, c'est que l'école normale n'a pas fermé, l'école normale fonctionne comme ça. Il faut comprendre. Allez-y. Bon, alors, je dis donc, vous voyez ce que ça veut dire. Mais je ne sais pas si on a fermé le concours d'entrée à l'ENAM une seule année. Jamais.
Bon, donc ça continue, ça recule, ça recule. Non, ça peut vous dire que là, on peut fermer parce qu'on peut se passer des enseignants. Des enseignants? Mais on peut passer par... Je vais vous expliquer. Oui, vous avez trop d'explications à donner. Mais laissez-moi d'abord donner ce que... Les impressions que vous avez. Oui, bien. Oh, merci, les impressions que vous avez en attendant les explications. Donc, on peut donc constater ce cas. Bon, mais maintenant, quand les enseignants enseignent, quels sont les problèmes qui se posent à eux? Nous avons évoqué tantôt à l'entrée même de ce débat les conditions de travail de ces enseignants. Est-ce qu'ils sont dans des conditions, je dis acceptables, moi je ne veux même pas dire de bonnes. Est-ce qu'ils sont dans des conditions acceptables? Voilà donc pour moi qui est important et pertinent. Les conditions de l'enseignant. Lorsqu'on pose, on va voir de manière très générale que les conditions de l'enseignant ne sont pas acceptables. Il y a certains établissements dans lesquels on peut trouver on peut enseigner dans ces conditions, mais même dans ces établissements, parce qu'on va prendre, si on prend un lycée comme le lycée Leclerc, on peut croire que c'est mieux. Mais lorsque vous prenez les effectifs, ça devient aussi un problème de conditions. Comment encadrer des salles de classe pléthoriques? Voilà. C'est autant de problèmes. Mais alors, les enseignants qui acceptent donc tout ça, et dans un contexte où la société de manière générale est en déclin, où les enfants viennent en classe ivre, où les enfants viennent en classe armée, où les enfants viennent en classe dans des conditions d'insécurité pour l'enseignant. Tout à fait. Mais on voudrait quand même que cet enseignant qui est là, qui a accepté ce métier, et qui le fait d'ailleurs de gaieté de cœur, qu'il ne revendique pas ce à quoi il a droit. Je dis c'est trop injuste de le traiter comme ça. C'est ça que j'appelle le défi de l'enseignant. Lorsque je l'ai dit, moi j'ai dit, j'ai commencé à reconnaître mon enseignant de l'école primaire. Voilà. Parce que pour moi, c'est un même métier. Enseigner à la maternelle, à l'école primaire, au secondaire, c'est enseigner. Et c'est la même chaîne. Mais comme un seul individu ne peut pas enseigner de la maternelle à l'université, il est tout à fait normal qu'on est segmenté. Moi, je n'ai pas de problème à ce niveau. Qu'on est segmenté. Non, le syndicalisme, si ça fonctionne même normalement, le syndicalisme n'est pas nécessaire. Si ça fonctionne normalement, le syndicalisme n'est pas nécessaire. Les professionnels défendent ils défendent les droits. Vous dites bien défendre les droits. Ça veut dire qu'on leur refuse ou on enlève. Mais si on enlève pas ces droits, ce n'est pas nécessaire de défendre quelque chose qu'on ne vous arrache pas. On ne défend pas quelqu'un qui n'a pas de droit. On ne vous défend pas si on vous arrache. Je dis donc que le syndicalisme n'est pas la condition existentielle de l'enseignement. Non. Je suis d'accord. Le syndicalisme arrive comme mécanisme de réparation de ce qui ne va pas. C'est ça. Bon, donc, ça veut dire que vous admettez d'abord que ça ne va pas. Le syndicalisme est nécessaire. Oui, bon, alors, donc, moi je dis aujourd'hui, si le Cameroun veut redevenir un pays sérieux, si le Cameroun veut redevenir un pays sérieux, qu'il commence à revaloriser la situation de ses enseignants et de ses médecins. Et je dis, ces deux corps, pour moi, sont très liés. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne ferez rien. De la même manière que si vous n'êtes pas éduqué, vous ne ferez rien. Donc, on va voir. Mais dans un pays où seul l'appareil répressif est valorisé, vous comprenez ce que ça peut donner comme conséquence. Ça veut dire que c'est l'émergence qu'on a à l'horizon 2035. D'accord. Une minute, vous voulez rajouter quelque chose? Je vais juste... Oui, il a tellement bien dit que... Non, c'est pas qu'il a tellement bien dit. Je suis juste dépassé par certains propos sur le plateau. J'ai eu la chance d'assister à des négociations de haut niveau dans ce pays. Et quand j'entends M. Messi parler, j'ai très mal, en fait. Qu'est-ce que vous dites? Je remets encore en question. Ça me remet en question. Qu'est-ce que vous dites avant de dire ce que M. Messi parle? Vous avez assisté à des négociations de haut niveau. Je dis qu'est-ce que vous avez retenu avant de parler de M. Messi? On a parlé... Donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde. Oui. Monsieur Nias. On peut maintenant s'écouter. Il n'a même pas encore mis une phrase de politique. Il enlève sur ses lèvres. Mais dites-lui il a participé à quelque chose de haut niveau. C'est qu'il va participer. Qu'il enlève le nom sur ses lèvres. C'est comment? J'étais avec lui.
Je vous le donne votre Merci Rosalie. Le Premier ministre chef du gouvernement, à travers son secrétaire général, avait promis la tenue des États généraux. Il y a une minute. Donc si tu parles comme ça, après tu te couches, ce qu'on appelait Le forum de l'éducation. Il était prévu d'être tenu entre mars et août 2024. Tout à fait. Nous sommes en octobre. Ça, c'est bien. Ça veut dire que l'éducation n'a pas d'importance. Et c'était sous la conduite du professeur Pegnem, qui était le maître d'œuvre, le recteur de l'université de Berthoud actuellement, qui était le maître d'œuvre. Le gouvernement a promis de revoir le statut spécial. On a demandé de ne plus appeler ça particulier parce que le particulier n'a jamais été appliqué depuis 2000. On voulait revenir maintenant au statut spécial. Ça n'a jamais été... Si je m'appuie seulement sur ces deux éléments, je peux dire avec autorité que le syndicaliste a le toute droit sa place en ce moment de soutenir les enseignants. Je m'arrête là. Je suis aussi de votre minute. Vous vouliez rajouter quelque chose? Bon, ce que je veux dire, l'enseignant n'est pas valorisé. Et il y a quelques jours, nous étions en faux dans le cadre de séminaire qu'on appelle les journées pédagogiques. On regroupe les enseignants de tout un département. Ils sont en atelier, philosophie là-bas, SVT, PCT, ainsi de suite. Des adultes. De 8h à 16h. Même une bouteille d'eau de 0,33 centilitres. Madame le ministre vient de signer un communiqué à cet effet. Une bouteille d'eau de 0,33 centilitres. Il va étancher la soie passée. De 0,33 centilitres. Madame le On ne ministre donne pas à des personnes qui sont en train de pencher. Ailleurs, certains partent pour 10 minutes, jetons de présence et 25 000. Donc c'est ça valoriser l'enseignant. Jetons de présence. Et c'est la soif à faillir. C'est donc ça qui fâche. Et qu'on se retrouve à moins de 2 ans avec 6 000 enseignants qui prennent la poudre d'escampette. Bonsoir à Rosso Continental et à tout ton riche panel. Toutes mes reconnaissances au professeur Messanga qui a impacté ma vie académique. Merci infiniment, grand professeur. C'est le doctorant Abdourahman Sidi qui nous écrit ce soir. Vous voyez, professeur, que c'est partout. Salutations distinguées à vous, Madame Guessel, ainsi qu'à vos invités. La main au cœur, permettez-moi de dire sincèrement merci au corps enseignant. Il reste et demeure des faiseurs de rois. On vous aime pour toujours. C'est Pierre Junias Tibac qui nous écrit ce soir. C'est le président du conseil régional des jeunes pour le centre. Voilà. Quoi de mieux que de me réchauffer devant mon écran dans ce soir devenu grand? Un enseignant syndicalistron que je découvre dans son franc-parler. Sambou lui aussi enseignant, montrant aux autres panélistrons la présence sur le plateau à l'heure. J'attends messieurs le prétron de la mission étatique du R et mon ami Obama dans son sel poivre à dynamiter les étudiantes. C'est ma soeur Thomas, ils nous ont rejoints entre-temps. L'enseignant est le gérant de l'éducation sans toutefois oublier que les parents devraient s'associer à ce seigneur de la craie, contrairement à d'autres séducteurs du sexe dans des salles de classe pour pervertir nos enfants, nos jeunes enfants. La journée de demain est consacrée à la réflexion sur les conditions de travail et salariales, sans oublier l'environnement éducatif encerclé par des bars, cabarets et autres lieux de jouissance, à pervertir cette jeunesse contrairement à la nôtre où l'encadrement était de rigueur. En 1983, j'étais admiratif de mon professeur de sciences, monsieur Sangou, toujours bien vêtu et maîtrisant son domaine. J'aurais voulu être aussi professeur comme lui. Malheureusement, j'ai pris une autre branche dans mes activités libérales. Aux politicatrons de penser à eux, car ils abattent un travail d'éléphant pour un salaire de moustique. C'est Thomas Massoc qui nous écrit ce soir. Bonsoir la reine. Très content de te revoir et surtout en bonne santé. Juste souhaiter bonne fête aux enseignants et beaucoup de bonnes choses pour les années à venir. C'est Essono et Michel. Bonsoir la grande Rosa. L'enseignant au Cameroun n'a pas d'avenir pour monsieur Messi. L'enseignement c'est le sacerdoce. Pendant que les autres fonctionnaires mangent et grossissent, les enseignants souffrent. Rose a demandé à monsieur le puissant directeur de l'office du baccalauréat du Cameroun de payer les frais de correction et délibération des examens de la session 2024 aux enseignants. Les candidats avaient déjà versé de l'argent avant même de composer. Ils font des misères à ses collègues. Il fait des misères à ses collègues. Pourquoi?
Autre réaction au Gabon, bonsoir Princesse Rosalie et à ton panel. Cette journée me rappelle mon enfance. Hommage à mon enseignant de la CIL, au nom de Feu Tamgo André Pélican, École catholique de Bandioun. Bonsoir à sa Édith. C'est Eric Simao qui nous écrit depuis Libreville, du côté de MIB2. Bonsoir Rosie, très belle thématique sur les enseignants. Je me rappelle quand j'étais encore vacataire, j'avais 700 francs l'heure. Je quittais du quartier Manadalas pour Manguier chaque jour de lundi à vendredi pour aller dispenser les cours. Et comme si ça ne suffisait pas, le fondateur du dit établissement nous faisait des photos forfaitaires. Si par exemple tu avais 50 heures de cours par mois, il te payait 30 heures de cours. Il me le rire. Hein. J'avais souffert pendant 6 bonnes années avec lui sans aucune augmentation. C'est Carl Nelson Mandela depuis Yoka Douma qui nous écrit ce soir. Bonsoir le plateau. Débat très alléchant. Monsieur Ngadou Eric, l'hymne du syndicat aurait eu et apporté un véritable impact pour cette journée car les paroles portent avec le thème et le représentant du RDPC ne devrait pas parler comme il fait là. C'est Olivier qui nous écrit depuis Yaoundé à Mélène. Bonsoir le panel, bon début de week-end à tous. En effet, l'enseignant au Cameroun, financement parlant, je crois c'est ce qu'il voulait dire, ne se porte pas bien. Or, c'est la base d'une nation, mais ce qui fait mal, l'homme en tenue est bien financé dans notre pays et c'est dommage. Alex depuis Monticule, Monsieur Messi, bravo, vous êtes brillant ce soir. Merci. Bonsoir Rosalie Guessel. Monsieur Messi, évitez de politiser tous les problèmes. Je voudrais vous rappeler qu'en droit, un pays qui ne respecte pas les lois, qui s'est librement fixé, est réputé État voyou. Pour votre gouvernement, le salaire est la contrepartie d'un travail qu'on a effectué. Rosalie, le sacerdoce de l'enseignant est visible au Cameroun. C'est le seul corps qu'on retrouve dans les fins fonds des villages. Monsieur Messi, même la politique est une profession et non un théâtre de griots qui résonne avec la moitié du cerveau et l'autre moitié du cerveau est dans l'estomac. C'est Monsieur Zigli qui réagit ce soir. Bonsoir Madame la journaliste. Demandez à vos panélistes de se comporter en formateur et en professionnel. Merci. C'est depuis et Bolova. Bonsoir Tata Rosa. Pourquoi Monsieur Messi voudrait faire dans le dilatoire? Il veut nous faire comprendre que l'enseignant est marginalisé parce qu'il n'aime pas son métier? Je ne pense pas. La clochardisation de l'enseignant est faite à dessein par le politique pour les maintenir dans la précarité et mieux les mater. Vous savez bien qu'un homme affamé, lorsqu'il demande, n'exige rien. C'est Roger depuis Babadjou. Monsieur Misanga Obam fait une analyse pertinente. Oui, l'enseignant a choisi d'aller enseigner, mais dans des conditions acceptables. Aujourd'hui, des enseignants se retrouvent tout seuls en train d'enseigner dans une école à cycle complet avec pour salle de classe un arbre et son ombrage. Il faut humaniser les conditions de travail des seigneurs de la craie. C'est Fidèle qui nous écrit ce soir. On repart au Gabon. Bonsoir Rosalie à ton riche panel. Mon fils a eu son bac F4 à 17 ans et m'a dit, papa, quand je vois la vie que mène mon professeur titulaire, l'école ne pourra jamais me rendre riche. Triste réalité. Bonsoir Rosalie, Monsieur Messi dérange. Les enseignants camerounais sont des vrais esclaves des années 1884 au Cameroun. Les écoles publiques et les lycées manquent des enseignants, mais les amis de Monsieur Messi refusent de recruter les enseignants formés dans les aînés. C'est Augustin Mambou qui nous écrit depuis Afanoya. Afanayo, hein. D'accord, Oyo. J'ai prononcé dans la phonétique. Bonsoir Rosalie à tout ton panel. Celui qui est contre les enseignants est contre l'État et est dangereux. Monsieur Messia contre les enseignants, c'est-à-dire contre l'État, alors il est dangereux. Même le chef de l'État reconnaît que la situation de l'enseignant n'est guère reluisante. Mais lui qui est du RDPC veut penser le contraire. Ça me fait rire. Hein. C'est Paul depuis Guidère. Bonsoir. C'est vraiment honteux d'entendre des hommes éduqués comme Monsieur Messi parler comme ça de l'enseignement et de l'enseignant. Il n'y a qu'un homme du RDPC capable de dire ce genre de choses. C'est Mathieu Bayemi qui nous écrit. Bonsoir Madame Rosalie. Très bonne émission. Le professeur Messanga a touché le mal où il est. Et Monsieur Messi joue l'avocat défenseur du grand R. Nous comprenons tout. L'enseignant est banalisé et doit revendiquer ses droits. On parle des concours en brigade pour l'administration pénitentiaire en où va le Cameroun? Je comprends pas très bien. Samuel depuis Garoua. Bonsoir sur le plateau. Ce que dit Monsieur Messi du RDPC ne tient pas. Je suis enseignant du secondaire retraité depuis 10 mois. J'avais vendu mon téléviseur
pour pouvoir rejoindre mon nouveau poste d'affectation dans le Mungo alors que je partais de la Meufou à Famba. Il n'y avait pas de frais de relève et mon salaire de 80 000 ne pouvait permettre de déménager le déménagement de toute ma famille. C'était en 1995. Bonsoir très cher Iné, hommage aux enseignants. Je parlerai plutôt de l'enseignement. Il va très mal. Les acteurs de ce métier ne sont plus sérieux pour la plupart. Quelqu'un donne coup en regardant son téléphone. C'est ça l'enseignement. Oh, Achille Aimé. Depuis Yasayatika Douala qui dit que les enseignants eux-mêmes ont déjà démissionné. Bonsoir le panel. Ces gens du RDPC là prennent les gens pour des cons, mais ils vont voir les vrais visages des Camerounais. 2025 n'est pas loin. Nicolas depuis Garoua. Messi, lorsque les boyaux crient, la voix de la raison et de l'honneur s'estompe. Bonsoir à vous sur le plateau, l'enseignant ne revendique pas. Merci professeur Obama d'avoir repris monsieur Messi sur ce coup. Monsieur Messi, vous tapez l'enfant et vous l'interdisez de pleurer. L'enseignement devrait être le corps de métier par excellence. Nous voyons nos apprenants saoulés dans des classes, démotivés par la classe sociale que l'enseignant occupe dans notre société. Infimes sont ceux qui rêvent de devenir enseignants. Demandez à 10 élèves, vous verrez. Merci et bonne émission à vous, Désiré depuis Garoua. Bonne fête à tous les enseignants. Je ne pourrais pas lire tout le monde, sorry. Bonsoir Rosalie, les enseignants ont raison de se plaindre, mais les responsabilités sont partagées. Le panéliste qui parle du taxi en 1992, là n'a pas raison. J'étais étudiant à l'époque. C'est Rodrigue depuis Yaoundé. Bonsoir, c'est Wilfried Dédéa. Vous m'avez manqué. Sinon, comment vous allez? Quand vous me regardez, comment je vais? J'ai la sensation d'aller bien. Je sais pas. Peut-être c'est une sensation. Bonsoir Madame Rosalie et le riche panel. Je voudrais demander aux représentants du RDPC ce que son gouvernement fait des enseignants au Cameroun. Les clochards disaient, c'est maître Moto-Jacques depuis Fumbot. Bon, à tous ceux qui souhaitent la bienvenue, vous comprendrez que j'ai esquivé parce que c'est vrai que c'est hier que j'ai démarré, mais sûrement il y en a qui rattrapent au fur et à mesure. Merci d'avoir patienté, merci d'être toujours autant fidèle. Quand je vois le nombre de merci d'être revenu, moi aussi je vous dis merci d'être encore devant le petit écran et de n'être pas parti très très loin parce que la preuve, hein, vous veniez souvent guetter avant de partir faire un tour, vous êtes là. Allez, on se prend une plage publicitaire et on revient. Êtes-vous prêt à obtenir une formation et un emploi garanti? L'Institut supérieur des sciences et technologies QUAM, ISTEC, est là pour vous accompagner. Inscrivez-vous maintenant et obtenez votre CQP, DQP, BTS, HND, licence et master professionnel en études médico-sanitaires, gestion, commerce-vente, génie industriel et technologique, information et communication, tourisme, hôtellerie et restauration, agriculture et élevage, carrière juridique. L'Institut supérieur des sciences et technologies QUAM, c'est des professeurs chevronnés, des programmes innovants et des installations de pointe. ISTEC, Institut supérieur d'excellence. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 h sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. De trouver des solutions aux différents problèmes qui minent la société camerounaise, le continent africain et le monde. Parlons du monde. La francophonie est à l'honneur. 2 jours de discussion du côté de la France. Ce sommet qui va permettre encore de discuter autour d'une langue, le français, qui rencontre beaucoup de difficultés ces derniers temps entre une grosse bataille de positionnement. On le rappelle sur le continent africain. C'est là qu'est née la francophonie. Il y a cette
54 ans aujourd'hui. 33 ans déjà de sommet organisé et on a fait un retour du côté de la France. Qu'on peut se relancer parce qu'on le sait, le prochain est prévu en Afrique encore, au Kenya. Est-ce qu'on va se dire que le Kenya, qui n'est pas un pays d'expression française en tant que tel, ce sommet ne signe pas un nouveau départ pour la francophonie qui va à la conquête du monde, comme l'a fait l'anglais, comme le fait le chinois aujourd'hui. Là, je vais démarrer, tout à l'heure j'ai démarré avec le professeur Messanga Obama, professeur. Aujourd'hui, la francophonie, 54 ans après, le français, à votre avis, occupe quelle place aujourd'hui dans le monde? Non, vous savez... On a encore autant accro, en Afrique notamment? Bon, l'Afrique a peu de choix en réalité. Si vous enlevez quelques rares pays comme le Rwanda, qui a eu le choix de quitter la langue pour aller vers l'anglais, le reste est lié par le phénomène colonial. Donc, et la langue en tant que vecteur de la culture est l'élément central aujourd'hui dans l'hégémonie des nations. C'est dommage, quand vous le regardez, l'Afrique est le seul continent qui absorbe toutes les actions proactives, n'est-ce pas, comment est-ce que je peux dire, de diplomatie culturelle. L'Afrique ne va pas vers les autres pour essayer de leur proposer ce qu'elle attend qu'on absorbe. Dans nos universités aujourd'hui, on apprend en plus des deux langues coloniales que sont l'anglais et le français. On apprend le mandarin, le appelé le chinois, on apprend le latin, on apprend le turc, on apprend l'allemand, l'espagnol. Et c'est avec beaucoup de joie que les gens proclament ça, c'est-à-dire qu'on apprend aujourd'hui le turc, on apprend... bon. Est-ce que justement, c'est pourquoi j'ouvrais ce volet, on sait quand même que quand on remonte le temps, c'était, vous l'avez dit, des langues coloniales, le français, l'anglais, avec une prédominance quand même du français. Aujourd'hui, vous le dites, hein, le turc arrive d'un côté, le mandarin qui est imposé par la Chine, de l'autre côté, on a l'impression que ce français qui était quand même le boss sur le continent est en train d'être étouffé. Bien sûr, si vous regardez très bien, le français est en train de s'étouffer, comme vous dites, c'est-à-dire à la même vitesse que s'étouffe la diplomatie française de manière générale. C'est-à-dire que lorsqu'on a adopté le français, parce qu'on était tous alignés, mais à mesure qu'il y a des velléités d'affranchissement, il y a aussi comme une velléité d'abandon de la langue. Et le français, dans le dernier socle, reste vraiment l'Afrique. C'est-à-dire, si vous enlevez le Canada, c'est ce qui lui reste comme champ d'expression, le français. Bien, vous allez vous rendre compte que Madame... le secrétaire général, c'est ça le poste, est rwandaise. Le Rwanda qui a déjà tourné le dos à la France. Ça participe de la diplomatie, c'est-à-dire comment essayer de maintenir ces personnes qui parlaient notre langue, comment essayer de ne pas rompre totalement, de garder un tant soit peu. C'est de cette manière-là qu'on va tendre la main à l'Égypte, qu'on va tendre la main au Kenya, que vous voulez citer. Donc, cela participe de la diplomatie de la France qui aujourd'hui comprend qu'elle est en train de perdre pied en Afrique. Il faut rebondir avec le volet culturel, dont la langue et l'enseignement. Donc, il y a beaucoup de tentatives aussi vers les universités des pays d'Afrique francophone pour essayer de garder les liens entre... Parce qu'à partir de la langue, vous avez tout le lien économique dessus. Si on vous demande aujourd'hui d'acheter 3 appareils, il y en a un qui est fait en France, un en Turquie, un autre en Iran, vous irez presque mécaniquement vers l'appareil français, non pas parce que vous avez testé qu'il est meilleur que les deux autres, vous pourrez lire mais parce que vous pourrez lire la notice, vous pouvez comprendre facilement son fonctionnement. Et vous voyez, ça montre l'importance de la langue. Donc,
l'Afrique, aujourd'hui, et je voulais dire que le seul pays étranger parmi les puissances à avoir commencé à enseigner les langues africaines de lui-même, c'est la Russie. C'est la Russie aujourd'hui qui enseigne le Swahili, qui enseigne, comment s'appelle la langue de l'Éthiopie, la langue dominante en Éthiopie, qui a décidé elle-même pour son avancée vers l'Afrique d'enseigner aux Russes les langues africaines que je viens d'évoquer. Mais les autres, la France qui nous connaît depuis très longtemps n'enseigne même pas dans une seule école primaire une des langues africaines. La Grande-Bretagne, la même chose, l'Allemagne, la même chose, les autres pays, la même chose. Donc, la langue participe de la diplomatie, de l'ambition de rayonnement. Donc c'est un outil de la diplomatie française qui s'emploie à essayer de corriger ce que la diplomatie tout court a peut-être du mal à faire. C'est-à-dire aujourd'hui avec les grandes ruptures, le sentiment anti-français que les Français perçoivent, avec tout cela, donc ils essaient de redynamiser tout cela. C'est ça, de s'appuyer sur cette langue pour essayer de rebondir. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à l'opération que vous avez évoquée. D'accord. Émile, on a donc un pays, la France, une langue, le français, en perte de vitesse, notamment sur le continent, par opposition aux autres langues qui gagnent du terrain. Justement, on en a cité même le russe. En ce moment, est en train d'attirer beaucoup d'Africains. Est-ce qu'on peut se dire que ce rendez-vous de ce côté-là, c'est, comme on dit, ça passe ou ça casse pour la France et pour le français, et qui aujourd'hui a besoin de rebondir? Peut-être le rendez-vous du Kenya, c'est comme pour dire, nous aussi, on va désormais à la conquête des autres pays qui nous ont un peu tourné le dos pour se repositionner sur le continent. Cela va de soi. C'est-à-dire que la France et la francophonie, c'est-à-dire ces pays du monde qui ont en partage la langue française. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que, au-delà de cet instrument diplomatique, vous verrez donc que dans ce partage du français, la France se servait de sa langue comme un instrument de domination aussi. Parce que quand vous voyez la géopolitique, la géographie même de la langue, en dehors de l'Afrique, très peu de gens parlent le français au monde, pas la France elle-même. Vous voyez? Et quand vous rentrez en Afrique, quand vous voyez un peu l'Afrique du Nord, mais le reste, c'est l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'Afrique noire. Vous comprenez donc qu'il y a donc un enjeu de domination là, qui n'est pas très loin aussi de la perpétuation de la colonisation. Parce que ces pays qui ont en partage le français, c'est les anciennes colonies. Le précaré. Vous voyez un peu. Donc, moi je préfère rester sur l'aspect pédagogique, pour comprendre qu'effectivement aujourd'hui, les choses doivent bouger. Vous vous rappelez très bien, je parle sous le contrôle du grand frère. À l'époque, à l'école primaire, lorsqu'on essayait de parler dans sa langue, on était puni sévèrement. Nos langues étaient strictement interdites à l'école. Vous voyez aujourd'hui. Donc, ce n'est plus simplement la perte de vitesse. C'est la roue qui tourne, la roue de l'histoire qui tourne, qui fait donc aujourd'hui... On parle bien nos langues partout. Mais le français... Sur le giron mondial, je regrette de le dire, la France ne représente plus rien pour des pays qui veulent vraiment se positionner comme tels. Et le Cameroun l'a très bien compris. En adhérant au Commonwealth, vous voyez, qui est beaucoup plus crédible, qui a beaucoup plus d'ambition pour développer des pays. Vous voyez donc aujourd'hui, la France est en train de se chercher. La France est à la recherche d'elle-même à travers cet instrument que vous appelez francophonie. Pour dire donc aujourd'hui, quand vous prenez cette langue par rapport à la culture, vous verrez que très peu de connaissances y sont dans le français. Si vous voulez faire de bonnes études, ce n'est pas dans la langue française. Voilà les limites aujourd'hui. Quand nous prenons notre contexte, nous qui avons donc cette chance d'avoir en héritage le système francophone et le système anglophone, vous voyez la problématique chez nous aujourd'hui. C'est la tendance vers ce système anglophone ou anglo-saxon. Ça, c'est la tendance générale pour tous les Camerounais aujourd'hui,
avec la création des écoles bilingues, des lycées bilingues un peu partout, des universités qui sont pratiquement bilingues, vous voyez que c'est attrait. Vous voyez que la langue anglaise offre plus d'opportunités. C'est d'ailleurs la langue de commerce, c'est d'ailleurs la langue internationale. Parce que je parle l'anglais, parce que c'est la langue que nous parlons aujourd'hui, qui est d'ailleurs la langue officielle. Et à côté de ça, comme vous l'avez indiqué, il y a les puissances comme la Chine, il y a la Russie, la Turquie, qui également rentrent dans le jeu pour également imposer leur langue. Et cela ne suffit pas. Le Cameroun a compris qu'il fallait également valoriser nos langues nationales avec justement la création de cette commission du bilinguisme et du multiculturalisme. Où enfin, on peut également la peine à sortir de enseigner nos langues nationales dans des écoles, dans des universités, avec des départements de langue nationale. On parle de l'école normale. Il y a des filières à l'école normale aujourd'hui où on forme des enseignants pour enseigner nos langues nationales. Parce que, il faut le dire aujourd'hui, lorsque vous apprenez dans la langue étrangère, vous avez un double défi à relever. Parce que la langue en question, quoi que vous fassiez, vous ne pourrez jamais la maîtriser. Or, vous savez bien que la France aujourd'hui, sa domination culturelle au monde aujourd'hui, c'est par rapport à sa langue, qui est une langue diplomatique, qui est une langue qui a des codes, qui est une langue qui est faite pour les politiciens, comme je le disais ici, qui est une langue qui est faite tout pour ne rien faire. Ça fait donc que les nations se conscientisent et pensent que les langues nationales, pour ce qui nous concerne, sont également un atout qu'il faut explorer. On va nous dire qu'on a plus de 300 langues ici de suite, mais nous sommes dans la tendance aujourd'hui où on peut avoir des langues régionales qui puissent être partagées par tous, qui puissent faire en sorte que ce soit plus le français qui nous soit imposé, mais que le français nous devienne un choix. Je sais que M. Sango Bama ne sera pas très d'accord avec moi sur cette question, mais c'est par là que nous devons sortir pour vraiment avoir des coups de franche en termes de souveraineté linguistique aussi. D'accord. Franklin Sambou, est-ce qu'aujourd'hui le français a encore une chance de retrouver son pouvoir d'antan? Est-ce que la francophonie peut encore quelque chose dans ce monde qui a tendance à se multipolariser, parlant des langues? Parlant de francophonie, j'ai dit souvent aux élèves, parce que dans le cadre des enseignements en terminale, ECM terminale, il y a une leçon intitulée « Le Cameroun et l'Organisation internationale de la francophonie ». J'ai dit souvent aux élèves, la francophonie, c'est une nouvelle forme de néocolonialisme. C'est encore l'occasion pour la France ou aux anciens colons de conquérir encore les anciennes colonies. La langue est facteur d'intégration. Si vous vous retrouvez à Béding, pendant que tout le monde parle le mandarin, tout d'un coup vous suivez quelqu'un dire Mbolo, Wandigue, vous allez vous retourner parce que ça vous rappelle vos origines. Ça vous rappelle le Cameroun. Le professeur l'a si bien dit. Quand vous achetez un médicament, quand la notice n'est faite qu'en anglais, ou peut-être en mandarin ou en arabe, vous avez de la peine. Vous ne pouvez... Or, comme il a dit, quand c'est en français, rapidement, vous pouvez vous procurer et lire. Donc du coup, la francophonie est dans cette conquête de territoire, non seulement en Afrique et partout, comme je disais. C'est l'Afrique qui est le socle actuel qui fait vivre la francophonie. C'est une des raisons pour lesquelles, depuis un bon bout de temps, à part Michael Jean, la Canadienne, ce sont des Africains qui ont tué la tête de la francophonie. Parce qu'actuellement, la Rwandaise Louise Moshibu Wabo, qui est la secrétaire générale de la francophonie, même comme le Rwanda a tourné le dos à la francophonie, mais elle reste toujours secrétaire générale. On espère un retour. Oui, voilà le prochain sommet aura lieu au Kenya. Le Kenya est d'origine anglaise, d'expression anglaise. C'est un pays anglophone, mais va abriter le prochain sommet. Comme une reconquête. Oui, c'est une reconquête parce qu'en réalité, à travers cette francophonie, la France s'exprime encore en Afrique et dans le monde. Est-ce qu'il y a la possibilité de retrouver sa posture d'antan? Ce n'est pas évident parce que des pays comme la Russie
qui, il y a 50 ans, n'étaient pas des colonisateurs. N'étaient pas. Mais aujourd'hui, s'intègrent en Afrique. Facilement. Nous l'avons dit, ça fait à peine une semaine que moi j'ai eu cette information dont vous parlez. Ou en Russie, on enseigne des langues africaines dans des écoles russes. Ouais, pour les encourager à venir en Afrique. C'est vrai, on encourage. Mais demain, quand ils viendront, parce que là, la langue, quand ils viendront, peut-être à Molundu, on parle au Macao, c'est quoi? Quand ils viendront exploiter l'or à Kété, l'or à Batouri, ils parleront la langue, on va croire que voilà un natif du coin, même s'il est russe. Parce que c'est notre conquête qu'on a en train de préparer autrement sur le plan culturel. D'accord. On comprend donc, mon cher Eric Ngadieu, que la langue, c'est l'enjeu de l'avenir dans le monde. Bien évidemment. Et tous l'ont compris, sauf les Africains qui attendent encore qu'on vienne leur imposer quelque chose pour remplacer le français, apparemment. J'ai été heureux sur ton plateau une fois lorsqu'on a parlé de l'école de sorcellerie du Mali. Oui. Voilà. Justement, il faut que je cherche à découvrir où est-ce qu'on en est avec l'école de sorcellerie du Mali. Voilà. Ah, ça fonctionne. D'accord. Donc, c'est un peu pour dire que le sentiment panafricain qui est en train de naître au sein de la jeunesse africaine développe une haine contre la France. Je suis désolé de le dire, mais c'est une vérité. Nous voyons aujourd'hui dans l'état du Sahel comment ce qui est en train de se passer. Juste une petite rectification contre la politique française. Parce que les Africains ne détestent pas la France en tant que pays ou même les Français en tant que citoyens. Effectivement, la politique, comme vous avez dit, la diplomatie française. Tout se mélange aussi. Oui, la diplomatie. On a des beaux frères, on a des enfants. C'est pas contre parce que en fait, quand la diplomatie française va être détesté par un Africain, il ne va pas penser seulement à la diplomatie, permettez-moi de le dire. Il va, en fait, ça va développer de la haine dans tous les sens, comme M. Messela s'est bien souligné. Si vous arrivez au Burkina aujourd'hui, un jeune Burkinabé ne voit plus le français comme un partenaire. En fait, il a déjà décidé ça dans sa tête. Donc, et la montée en puissance de la Chine, la montée en puissance de la Russie, c'est en train d'estomper les poches. Et aujourd'hui au Cameroun, nous voyons comment tous nos lycées sont en train d'être transformés en lycées bilingues. Ce n'est pas fortuit. Parce que c'est une langue qui est en perte de vitesse. Mais aujourd'hui, ils ont une nouvelle politique sur le plan culturel. Ils sont en train d'installer des centres culturels français un peu partout en Afrique. Ils sont en train d'enseigner les cultures bretonnes et autres aux jeunes Africains. C'est une manière de reconquête. Mais ce sentiment panafricain qui est en train de monter là, la France a vraiment du mal à partir. Je pense que le sommet qui va se tenir en France, qui se tient en France, c'est pour redéfinir les nouvelles clauses, peut-être donner un peu de liberté aux membres de la francophonie pour qu'ils puissent accueillir de nouveau les Français et la langue française à bras ouverts. Vous voulez rajouter quelque chose? Franchement, une minute. Oui, je voulais dire que la problématique de la langue est une problématique très profonde, peut-être plus profonde que nous ne la voyons. Vous savez, lorsque vous parlez la langue de quelqu'un, vous réfléchissez comme cette personne. Parce que les mots représentent des pensées, représentent des images. Et lorsque vous empruntez la langue de quelqu'un, vous n'empruntez pas seulement l'expression verbale, mais vous empruntez ses schèmes de pensée. Donc, et ça pose un problème, c'est le vrai problème de la déculturation même de l'Afrique. C'est-à-dire que nous perdons nos cultures parce que nous ne pouvons plus réfléchir comme nos parents, ne parlant plus leur langue. Vous ne pourrez plus réfléchir véritablement comme un Camerounais quand vous ne parlez que le français. Et j'ai dit l'approche, moi j'aime l'approche russe. Le fait de venir quand même apprendre ma langue, si moi je refuse d'aller la lui enseigner,
montre quand même qu'il estime, oui, s'intéresse à moi et que lorsqu'il viendra chez moi, il peut me parler ma langue comme moi aussi je peux parler. Et ils ne font pas que ça. Ils sont en train d'étudier d'exempter de visas d'entrée 9 pays, dont les pays africains, en dehors de ceux qui sont déjà tels que le Zimbabwe, l'Angola et tout le reste, qui ont déjà cette exemption aujourd'hui. Ils ouvrent de plus en plus à la différence de ce que l'Occident fait, c'est-à-dire fermer. Donc, je crois que c'est cette altérité que les Africains doivent chercher. Les Africains doivent être proactifs. Dire que nous aussi, nous devons aller enseigner nos langues chez les autres. Parce qu'il n'y a pas que... les échanges internationaux ne sont pas à sens unique. Nous aussi, et d'ailleurs, quand on voit les autres, on voit seulement comme ceux qui viendront transformer chez nous, ils viendront. Non, nous devons aller apprendre et venir transformer nous-mêmes nos choses ici, que nous pouvons leur revendre comme produit fini. Donc, dans ce genre de transactions, nous devons apprendre nos langues nous-mêmes et enseigner nos langues aussi aux autres. Cette proactivité-là manque à l'Afrique parce que l'Afrique veut rester toujours comme on aime l'expression, la belle fille à laquelle tout le monde fait la cour. Non, nous devons être de beaux garçons qui font la cour. Il y a quelqu'un qui dit bonsoir à tous sur le plateau. Le monsieur en veste bleue, ciel est tellement éloquent et cohérent dans tout son discours que je suis... C'est Daniel, depuis Douala. Merci à vous quatre d'avoir été là ce soir. Merci Émile. Merci professeur Messanga Obama. Émile me cherche la première aujourd'hui. Merci à toi Eric. Merci bien sûr à Franklin Sambou. Je vous souhaite une fois de plus très bonne fête des enseignants consommés. Mamacita également qui va recevoir la palme académique demain. Elle est également enseignante. Félicitations à elle et bon courage parce que c'est pas facile tous les jours. Et je vous laisse en compagnie de Solange Ayou-Keta pour le journal en anglais. Merci Ismaël. Merci à Guy Fernand qui est en train de mixer cette émission. Merci à Jean-Martin Kefak. Respect, M. Dudoniva. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et on se retrouve avec le même bonheur et le même plaisir lundi lorsqu'il sera 17h. Bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.